Il Non? joue à risque, tu vois, Trump. Donc risque, c'est les jeux de Ouais, géostratégie où on essaye de récupérer les ressources. Il ouais. est vraiment dans cette mentalité-là, très impériale. C'est pour ça que j'étais passé sur LCI et j'avais dit, Trump, il est pas climato-sceptique, c'est un impérialisme climatique. Ouais. Ou, vu qu'en fait, ces ressources-là, elles sont en course sur un accaparement, d'accord? Vu qu'elles sont en train d'être en déplétion. Quand tu as des ressources qui sont abondantes, tu peux te dire que la meilleure façon pour tous de les utiliser, c'est de se les partager. Mmh. C'est-à-dire de se les partager, Mmh. qu'il y ait un marché pour les répartir, d'accord? Qu'il y ait un marché pour gérer leur pénurie. Mais quand tu commences à avoir plus beaucoup de ces ressources-là, bah, en fait, la prime à l'acteur qui va dire: «Bah, je fais plus du marché, je prends ce que j'ai et je me casse», Mmh. bah, elle est plus importante. Même si ça amplifie la catastrophe pour tout le monde. À force de catastrophe, les gens vont comprendre. Non, à force de catastrophe, en fait, les États, ils deviennent dépossédés et tu as des dynamiques d'accaparement de ces Ouais. éléments-là. La façon de bien comprendre le système économique dans lequel on est, c'est vraiment le vélo. Le vélo, si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes, d'accord? Le système économique, c'est même pas du vélo, c'est du vélo sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 20e épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, on reçoit Yann Moudib. Salut Yann. Salut, on est de retour, On cette est là. fois en vrai, parce qu'avant vous aviez mon affreux fond Et oui, de chez moi, maintenant vous avez l'affreux fond de Black House. Voilà. pour les vrais, Yann, t'es déjà venu pour l'épisode, je me rappelle plus, je crois que c'était le 11e épisode et c'était Ouais, en visio. Donc ouais, là, on se voit en vrai. c'est Tant ça. mieux, t'as plein de Il a, visuels à nous montrer. il a pull up. Hein. Ça y est, on a passé les 3000 abonnés sur C'est Insta. Je vrai, sais non pas mais si t'as c'est vu. bien, mais après tu Ouais. fais du boulot, hein, c'est bien. Là, il est dans sa semaine infographie, et c'est Oui, très sur le bien, mot. c'est très très bien ça. Ouais. Il faut montrer des trucs, parce que sinon les gens ils pensent qu'on est idéologique, alors qu'on montre juste des faits. Exact. Théologie vient après les faits. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. On va pas faire entrée plat dessert comme on a l'habitude de faire. Vu que tu es déjà venu, tu vas te représenter un peu vite fait tout à l'heure. Mais j'aimerais surtout revenir sur la question actuelle, sur la géopolitique. Mhm. Moi, franchement, j'y comprends pas grand-chose. Ouais. Entre ce que veut faire Trump, il exfiltre. Il kidnappe Maduro. Après, il y a l'attaque en Iran. Il y a eu l'annexion du Groenland aussi qui a fait jaser un moment. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait une publication sur Cuba aussi hier. J'aimerais en savoir un peu plus sur tout ce qui se passe actuellement et je pense que les gens aussi ont envie de comprendre un peu ce qui se passe. Pour commencer, peut-être, alors je vais peut-être rappeler, merci à la Climate House aussi qui nous prête les locaux pour tourner ce podcast. Si tu peux te présenter peut-être très vite fait, très rapidement. Je te connais, tu fais un peu des tunnels et tout, mais rapidement. Ouais, non, non. Moi, je suis du coup Ilan Moundib, je suis franco-marocain, je suis ingénieur de formation et je suis physicien. Et moi, je bosse depuis un moment sur les questions de risque en général, donc plutôt risque climatique. Mais la notion de risque climatique, il faut la réencadrer dans un concept un peu plus large qu'on appelle la polycrise. C'est un concept d'Edgar Morin. Et ce concept de polycrise, c'est en fait l'intrication de la dérive écologique. Dedans, il y a le changement climatique, mais aussi la destruction de la biodiversité, les difficultés d'accès aux ressources, avec les crises géopolitiques, sociales et technologiques de notre temps. Et donc, quand on fait cette analyse de risque-là autour de la polycrise, on est capable un peu d'avoir une vision prospective sur ce qui se passe et essayer de comprendre l'intentionnalité des différents acteurs avec une analyse qu'on appelle matérialiste, c'est-à-dire en essayant de voir les rapports de pouvoir, les rapports de domination, les rapports sociaux sous-jacents à ces dynamiques-là. Et tu l'introduisais correctement, effectivement, on a un gros problème avec les médias Mm. en France qui ne font que des analyses, soit du relais de propagande de guerre, soit qui font de la confrontation de propagande de guerre. Il y a lui qui dit ça, lui qui dit Ouais. ça. Et jamais, au grand jamais, et ça, il y a des acteurs qui le font quand même hein, dans la scène francophone. Je pense à Jean Covici, je Mm. pense à Vince chez Limite, qui essaye en fait de voir ce qui se passe en termes de matérialité, notamment des ressources, qui Mm. a déjà un prisme beaucoup plus puissant lorsqu'on l'articule bien pour bien comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer d'analyser la situation au prisme des ressources et des rapports de domination et des Mm. conflictualités géopolitiques qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Donc, tu as écrit aussi un livre sur l'adaptation au C'est changement ça, ouais. climatique, S'adapter, fake or not, chez Tana Édition. Ouais. S'il y en a qui veulent aller voir, c'est vraiment un super petit bouquin pour très vulgarisé, très pédagogique. Pour revenir un peu à la chronologie, on peut commencer par le Venezuela, si ça Ouais, c'est la première chose qui est arrivée, hein, dans ouais. l'ordre chronologique. Il Est-ce y en que a tu eu peux d'avant, on pourrait ah mettre ouais? dans la plus long, mais oui, oui, on a ça, ouais. Donc est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement au Venezuela? Pourquoi Trump a voulu exfiltrer le président Maduro? Est-ce que c'est vraiment la lutte contre le narcotrafic qui voulait c'est l'excuse qu'il prend pour avoir, exfiltré un peu le président vénézuélien?
Est-ce que c'est pas aussi une question de pétrole, une question de ressources? Je veux en savoir plus. Ouais, 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 bah, écoute, effectivement, bah, il y a ce graphe qui est bien. Donc moi, mon site préféré et le site d'autres, c'est prix du pétrole.com. Attends, je vais le mettre en Voilà, montage. donc au montage, il sera mis ce graphique-là, je te le montre quand même à toi. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que tu vois, c'est rigolo, dès qu'on a un prix du pétrole qui commence à aller sous les 60 le baril, on a une intervention militaire américaine. Par exemple, en juin dernier, vous vous souvenez, Trump, il a déjà attaqué l'Iran. Il avait détruit et il avait dit qu'il avait oblitéré les sites suspectés de développement de l'arme nucléaire iranienne, Fordo, Asfahan, etc. Et on avait eu un prix du pétrole qui avait explosé à ce Mmh. moment-là, puisque les Iraniens avaient bloqué, je crois temporairement ou menacé de bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui nous arrive effectivement aujourd'hui. On voit aussi que l'intervention au Venezuela, elle correspond aussi à un creux du baril de pétrole qui Mmh. était en dessous de 60 $. Et puis, on voit que la dernière intervention en Iran en mars, c'était un début de creux aussi lié à ce prix du baril. Et donc, c'est la première analyse qu'on peut avoir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis sont redevenus la première puissance pétrolière, d'accord? Comment ils sont redevenus la première puissance pétrolière? Ça, Jean Covici le dit très bien, c'est grâce à ce qu'on appelle le pétrole de schiste. Mmh. Le pétrole conventionnel, il a passé son pic depuis 2008. Il y en a de moins en moins, mais le pétrole conventionnel, c'est trop bien. Pourquoi? Le pétrole conventionnel, en fait, que tu as par exemple en Arabie Saoudite, Qatar, etc., c'est vraiment tu mets une paille dans ton champ de pétrole et tu peux carrément le mettre dans ta voiture, le truc. Ouais, c'est D'accord? liquide, enfin, ça se transporte. C'est parfait, ouais. Ouais. Le pétrole de schiste, c'est très différent. Le pétrole de schiste, c'est comme si tu devais broyer l'éponge pour récupérer un peu du Mmh. liquide. Donc ça, c'est beaucoup plus énergivore. Mmh. Le pétrole, du coup, conventionnel, notamment le pétrole saoudien, le pétrole russe, il est rentable au-dessus d'un prix de 20 $ le baril. OK. Quand le pétrole de schiste, en revanche, lui, Donc le pétrole américain, donc le pétrole qui enfin, la majorité du pétrole américain états-unien, qui lui permet d'avoir repris l'ascendant dans la production de pétrole, lui, c'est un pétrole qui nécessite beaucoup plus d'énergie mmh. et qui se situe dans un secteur pétrolier qui est en crise. Parce que dès qu'il passe en dessous les 60 $, l'extraction du pétrole de schiste ne devient plus rentable, OK. d'accord? Et donc quand tu as un prix au-dessus des 60 $, tu as des pétroliers qui deviennent, Ils sont pas rentables, quoi. voilà, en dessous, c'est pas rentable OK. et du coup, on a du coup également ah oui, c'est ça que je voulais dire. Avec notre pétrole de schiste, on a un gros souci, c'est qu'il faut forer tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, le pétrole de schiste, c'est on va, balancer de l'eau sous pression pour en fait faire remonter les petits gouttes de pétrole qu'on a sur de la roche de schiste. Sauf qu'un puits de pétrole de schiste, la première année, en général, il y a déjà 60 du puits qui a été vidé. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment le drill baby drill, c'est qu'il faut tout le temps forer de Ouais. nouveau le puits. Ah, parce que les Lors de réserves sont pas assez grandes, enfin, ça se consomme très vite, quoi. C'est vraiment des petites gouttes que tu fais remonter à la surface et donc il te faut énormément d'énergie et il te faut de plus en plus d'énergie très, très vite Mmh. et donc ton puits, il se détruit très, très vite et donc en fait aujourd'hui, ça on le sait pas trop, mais l'industrie pétrolière américaine, notamment Chevron, elle va pas bien du tout parce qu'elle a déjà annoncé qu'en 2026, elle allait couper 20 de ses effectifs. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le pic sur le conventionnel, mais on a également le pic, sur le schiste qui va pas tarder et qui a peut-être même été déjà dépassé. Ça Dans veut dire quoi quand le pic augmente? Enfin, quand on atteint le pic, c'est-à-dire qu'après la production va faire que diminuer. Elle va faire que diminuer aujourd'hui, ouais. Donc il va falloir ce sera de plus en plus rare d'avoir du pétrole, enfin, Exactement. Il y a un rapport de l'IEA, je vais peut-être montrer ce graphique-là si je le retrouve. Oui, voilà. Ça, c'est le graphique le plus important que personne commente évidemment parce que les médias travaillent bien, vous savez bien. L'idée, c'est mmh, quoi? Ici, tu as la production de pétrole. Ça, c'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a utilisé la base de données Rystad Energy. La base de données Rystad Energy, c'est la base de données notamment que le Shift Project a utilisé pour faire les projections quand ils avaient fait leur rapport en disant on va avoir la quantité de pétrole en Europe qui va être divisée par 2, mmh, voilà, à 2050. Et ben en fait, ce que tu vois sur ce graphique, tu vois 2 caractéristiques. Tu vois oil, donc pétrole et gaz naturel et tu vois, le devenir de cette production avec ou sans investissement. mmh, Ici, sans investissement, tu as une décrue hyper rapide, c'est-à-dire que tu passes de 100 aujourd'hui, on va même pas faire l'échelle, de 100, tu passes à 20 à ouais, ouais, 2050 divisé par 3. si tu n'investis pas Ouais. et si tu investis le maximum, c'est-à-dire que tu, mets, notamment la dose sur l'investissement sur le pétrole de schiste, tu es quand même à une diminution quasi par 2 de la Ouais, production de pétrole. mmh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pétrole est une ressource qui est en déplétion.
Or et le gaz naturel, on a ces dynamiques-là également et en fait, on a tellement tapé dans le stock qu'on est en difficulté par rapport à ça. Or, le pétrole, vous le savez bien avec ce podcast, c'est le sang de l'économie. Il y a Mmh. toujours 80 de l'économie, mondiale qui dépend de ressources fossiles en général et chose très importante qu'il faut rappeler toujours, on n'a jamais consommé autant de pétrole qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur un phénomène non pas de substitution des énergies Mmh. fossiles par les énergies renouvelables, mais un phénomène d'empilement. Mmh. Le kilowattheure en plus qu'on aurait voulu consommer, effectivement, on ne le consomme plus en pétrole, gaz, charbon, mais on est toujours en ébriété énergétique. On est toujours dans ce qu'on appelle cette courbe de crosse de hockey. Ouais, en gros, tout s'est empilé, c'est-à-dire que le pétrole, le gaz, le charbon, c'est ajouté, le nucléaire, c'est ajouté les Exactement. renouvelables, c'est ajouté l'hydraulique, enfin, et cetera. Exactement. C'est-à-dire, bah, il y a le graphe, puis Ouais, ouais, tu pourras le mais je l'ai montrer aussi de aussi toute façon. celle-là, Ouais. elle est très parlante, Mmh. ce graphique-là et donc et bah, pour suivre l'analyse, le pétrole. Le Venezuela, c'est les plus grandes ressources pétrolières, qui existent au monde. Alors, il faut faire, réserve. Et il faut faire attention avec ces éléments-là, puisque c'est des ressources déclarées, d'accord, par Ouais. les États, Mmh. donc c'est très variable. Il faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais il y a énormément de pétrole au Venezuela. Mmh. Mais le pétrole vénézuélien, c'est un pétrole, qui est de très pas de bonne qualité, qui est aussi pénible à extraire que le schiste américain, mais pour d'autres raisons. C'est un pétrole qui est très visqueux. Mmh. En fait, Jean Covici disait, sur France Inter et c'était pas ou RMC, je sais plus, que c'est à peu près n'importe quoi entre du miel et du goudron. Mmh. C'est-à-dire que C'est vrai que c'est vrai. c'est extrêmement difficile à extraire, c'est-à-dire aussi qu'il faut un prix du pétrole important pour l'extraire. Mmh. Mais c'est du pétrole conventionnel. Ce OK. qui veut dire qu'en fait, les pétroliers américains, ils ont 2 types d'infrastructures. Ils ont les infrastructures pour le schiste et les infrastructures pour le conventionnel. Le conventionnel, ils en ont plus. Donc, c'est pour ça que Chevron, et cetera, va te limoger une partie des employés parce qu'il y a plus de pétrole conventionnel Ouais, pour OK. faire fonctionner les raffineries conventionnelles. Ah Et donc, donc, la la grande décrue la décrue du pétrole, on peut le voir déjà actuellement aux US, c'est déjà en marche, Alors, quoi? bah, si, regarde, pour la figure que je t'ai montrée tout à l'heure, dans le même rapport, il y a écrit de l'Agence internationale de l'énergie qu'on investit annuellement 570 milliards d'euros par an dans l'exploration de pétrole, dans l'exploration fossile en général. Donc, je crois que c'est que le pétrole, ce chiffre-là. Et 90 ne sert que à maintenir la production au même niveau. OK. L'Agence internationale de l'énergie, donne écrit dans le rapport, hein, l'image de la Reine rouge. Donc c'est pas Alice au pays des merveilles, mais c'est une autre œuvre, qui est du même, auteur de Lewis Carroll et c'est quoi l'idée? C'est en fait, tu as un tapis roulant qui se déroule sous tes pieds et tu dois courir toujours plus vite parce que Mmh. le tapis roulant accélère pour rester sur place. Mmh. C'est exactement ça. On doit mettre de plus en plus d'argent dans l'exploration pétrolière pour maintenir un niveau de production équivalent. Et chaque année, on a déjà des décrues très importantes de ces quantités de pétrole et on a du coup des batailles pour les dernières gouttes. Et donc la grande idée de Trump, si on a cette analyse, après on fera un peu d'histoire quand même, Mmh. mais c'est de se dire que ah bah en fait je vais forcer les entreprises américaines à investir au Venezuela pour exploiter le pétrole vénézuélien et s'assurer un débouché pétrolier pour ces entreprises-là. OK. En ligne de mire également, il y a la Chine, évidemment, parce que la majorité du pétrole vénézuélien Ouais, ça, faut le dire, ouais, c'est est un truc qu'on dit pas. va en Chine, Ouais. OK? Et le truc C'est c'est aussi pour affaiblir la Chine, en fait. ah bah, c'est pour affaiblir la Chine et tu regarderas que le pétrole iranien, il va aussi en Chine et Ouais. chose qui est absolument intolérable pour n'importe quel dirigeant américain, c'est q états-unien pardon, c'est que ce pétrole était payé en yuan. Le Ah oui, yuan, OK. c'est la monnaie chinoise. Ici, dans ce graphique, on a la part des monnaies dans les transactions transfrontalières de la Chine. Alors, pourquoi c'est important cette histoire de dollar et cette histoire de yuan? En 1974, alors attends, je vais retrouver mes notes. Tac, tac, tac. Alors, en 74, il y a un accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc, vous vous rappelez, en 71, il y a la fin des accords de Bretton Woods. C'est quoi les accords de Bretton Woods? C'était le fait que, en fait, le dollar était gagé sur une quantité d'or. Mmh. C'est-à-dire que je pouvais, et De Gaulle avait fait ça à un moment pour provoquer les Américains, ramener une boîte de dollars à Washington et en échange, ils allaient me donner la quantité d'or Ouais. qui correspondait. Ça, c'était assez pénible.
parce que tu devais faire des réserves d'or. Je ne rentre pas dans le détail sur pourquoi ça a été aboli, mais Nixon l'enlève, ce truc-là. Mmh. Ce qui veut dire que le dollar est flottant, il est adossé à rien. Et une monnaie qui est adossée à rien, c'est très dangereux pour le système financier. Et donc Nixon, il va décider, avec notamment Kissinger, de l'adosser à autre chose. En 1974, il va passer un accord avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite va s'engager de vendre son pétrole exclusivement en dollars américains. Premier engagement de l'Arabie Saoudite. Deuxième engagement de l'Arabie Saoudite, investir ses excédents pétroliers dans des bons du trésor américains. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Bons du trésor, c'est des bouts de dette américaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'Arabie Saoudite qui a du pétrole. Ce pétrole, elle dit, je ne l'échange pas en riad, je l'échange en dollars. En échange, du coup, moi, j'ai plein de sous. J'ai plein de réserves de devises. Oui. Mais je vais pas garder les devises. Ça, voilà, si tu fais de l'investissement financier, n'importe quel, tu vas pas garder tes billets sous ton lit. Tu vas les convertir en actifs. Et tout cet argent du pétrole, tu vas les convertir en bons du trésor américain. Donc, on part de la dette américaine. Et en échange, les États-Unis s'engagent à une protection militaire de l'Arabie Saoudite, d'accord, à vendre des armes aux Saoudiens et à assurer la sécurité de la dynastie des Saouds, d'accord, qui sont Ben Salman, etc., etc. Et donc, quel est l'objectif de ça? L'objectif des États-Unis, quand ils font cet accord-là, et puis comme on le voit en fait qu'on a une explosion de la dette américaine, c'est en fait de pouvoir imprimer tous les dollars qu'ils veulent. Parce que Faire marcher la planche à billets. voilà, exactement, la planche à billets. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, si maintenant l'Arabie Saoudite a le droit, ne vend son pétrole que en dollars. En fait, l'Arabie Saoudite va être l'agent qui, dans l'OPEP, donc en fait le syndicat, on dit cartel, si tu veux, des producteurs de pétrole, tout ce cartel-là va dire, on échange notre pétrole en dollars. Ce qui veut dire que toute la monnaie américaine, à chaque fois qu'elle l'émet, en fait, il y a un débouché international pour la monnaie américaine, en permanence. États-unienne, pardon. Ce qui fait pourquoi le dollar, on peut pas s'en passer, quoi. Exactement. C'est parce qu'en fait, si tu veux acheter un baril de pétrole, disons que j'ai des euros là, que moi je veux acheter un baril de pétrole tout de suite sur le marché. Et ce que je dois faire, c'est prendre mes 20 euros, les transformer en 20 dollars, si je fais une parité, et acheter ensuite mon pétrole en 20 dollars. Je ne veux pas acheter mon baril de pétrole directement en euros. Et tu vois que cette étape-là, elle sert à rien, à part le fait que, en fait, ça veut dire que la monnaie américaine, elle peut partir partout. Parce que comment ça marche l'inflation? L'inflation, c'est donc faire un peu de macroéconomie pour comprendre ces trucs. L'inflation, c'est tu as 2 trucs dans chaque main, OK? Tu as une économie, c'est-à-dire une quantité de matière, d'activité économique en tant que telle, et tu as une quantité de monnaie qui permet de matérialiser ton activité économique. Si j'ai une activité économique qui reste propre, qui ne bouge pas, mais que je décide d'augmenter la masse monétaire dans mon économie, je crée de l'inflation. C'est-à-dire que chaque activité économique va demander plus de billets pour être réalisée. Je dévalue. L'inflation, c'est une dévaluation monétaire. Donc, en fait, si j'étais une économie normale et que je me dis j'imprime tous les billets que je veux et que ces billets restent dans mon économie en majorité, en fait, j'ai juste créé de l'inflation. D'accord? Par contre, si, en fait, j'ai une économie mais que je peux augmenter tous les dollars que je veux et que ces dollars, il y a forcément quelqu'un qui va me les prendre pour aller les utiliser dans l'économie mondiale, je peux imprimer tout l'argent que je veux. D'accord? Sans créer d'inflation. Sans créer d'inflation ou de façon assez limitée, quoi. Ou en tout cas, l'inflation que je vais générer, elle est contenue dans l'économie mondiale et diluée dans l'économie mondiale. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait avec ces histoires-là? Ça veut dire que les États-Unis, et puis on voit bien que ça commence dans ces eaux-là, 70-80 et tout. Ce qui est très rigolo, c'est que la dette française a exactement cette forme-là aussi. Mais c'est que la dette va augmenter de façon extrêmement importante. Et en fait, les États-Unis financent leur dette sur le dos du monde entier. Mais imaginons maintenant qu'il y a un certain nombre de pays qui décident de dire, pourquoi j'achèterais mon pétrole en dollars? Vous êtes une puissance agressive, je vous aime pas, etc. Moi, j'ai envie d'échanger mon pétrole en yuan, par exemple. Ok? Par exemple, le Venezuela, il y a une agressivité qui a été toujours très importante par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passerait si on disait que, en fait, je sais pas, du jour au lendemain, toute l'économie, on échange tous les barils de pétrole en yuan maintenant, ou dans ce que les Chinois veulent depuis très longtemps, c'est-à-dire une monnaie mondiale, d'accord? Et ce qui est le projet des BRICS, c'est faire une espèce de monnaie mondiale adossée au pétrole pour remplacer le dollar. Imaginons que ce projet ait lieu. Ça veut dire que tous les dollars, parce qu'ils sont toujours là, ces bouts de papier qui sont en circulation dans l'économie, reviendraient dans l'économie américaine, et là, pouf! Et en fait, tu détruis ta monnaie.
Tu détruis ta Ouais. monnaie. Le dollar ne vaudrait plus rien parce qu'il y a beaucoup trop de ce qu'on appelle de signes monétaires par rapport à l'activité économique réelle. OK. Et ça veut dire que du coup, l'hégémonie Mais et la comment, puissance américaine, elle dépend uniquement du fait qu'on continue d'utiliser le dollar dans les transactions internationales. comment ça se fait que l'inflation reviendrait aux États-Unis si on met une monnaie mondiale, par exemple, que veulent les BRICS? Bah, parce Voilà. qu'en fait, il finirait où le dollar, on les utiliserait plus. Ah oui, Donc beh, d'accord, OK. Ouais, c'est bien, ils se retrouveraient, comme, ils reviendraient dans une forme d'économie américaine puisqu'en fait, il y a un chiffre qui est un peu rigolo, c'est que par exemple, pour se dédollariser, en 2013, ah ça c'est trop bien comme chiffre. En 2013, on avait la Chine qui avait 1 300 milliards de bons du trésor américain. Mmh. Aujourd'hui, c'est 800 milliards, OK? Attends, redis, 1 300 000 000 1 300 et milliards là 800. et là 800 milliards. Donc ils ont Bon du trésor, comment je renvoie mes dollars dans l'économie américaine, OK? Donc j'ai trop de dollars, j'ai trop d'excès de devises. mmh, Ma devise, actif financier, c'est une maison, des trucs, OK. La Chine, elle fait pas ça, elle va acheter, et les Saoudiens sont obligés de faire ça, des parts de la dette américaine, d'accord? Ce qui fait que tu as une dépendance au dollar. mmh. Mais en fait, bah, du coup, si je décide de passer de 1 300 à 800 milliards du bon du trésor, bah, en fait, j'ai renvoyé des dollars dans l'économie américaine. Je Oui, me OK. suis en partie dédollarisé. Débarrasser des Voilà. dollars qu'on avait. Et il y a des choses aussi extrêmement importantes avec le dollar, c'est que quand tu utilises les dollars dans une transaction financière, tu peux rentrer sous le régime d'extraterritorialité du droit américain. Par exemple, si tu te rappelles, la BNP Paribas, elle avait pris une amende en 2014 de 9 milliards d'euros. Pourquoi elle avait pris cette amende de 9 milliards d'euros? Parce qu'elle avait fait des transactions financières avec le Soudan, l'Iran et Cuba, évidemment. En dollars? Parce qu'ils ils étaient sous sanction. Ah oui, OK, d'accord. Ils étaient sous sanction, d'accord? Mmh. Ils ont géré les transactions. Effectivement, je crois que c'était en dollars, mais il y a eu une sanction, du coup, c'était l'administration Obama à l'époque qui a collé 9 milliards d'amende à Parce BNP qu'en Paribas. gros, aux États-Unis, il y a un accord qui dit, une entreprise n'a pas le droit de travailler avec Cuba, avec l'Iran. Alors, c'est pas ça qu'ils disent. C'est qu'ils te disent si tu as des interactions avec Cuba, avec l'Iran, tu n'as pas le droit d'avoir accès au marché américain. OK. OK? Ah Donc OK. BNP Paribas a accès au marché américain Mmh. et du coup, ils ont fait des transactions avec Cuba, l'Iran et cetera. Pourquoi? Parce que, par exemple, il y a une entreprise en Iran qui était implantée de façon assez importante en France, je crois que c'est Peugeot, d'accord? On faisait des voitures en Iran, jusqu'au blocus, du coup, bah, voilà, il dit: «Bah, vous avez, violé le droit américain, vous opérez des activités économiques aux États-Unis, mais une partie de votre activité finance Cuba, l'Iran, les régimes terroristes Mmh. et donc, pouf, 9 milliards d'impôts Ah ou vous vous retirez du marché américain». Et ah oui. évidemment, le marché américain, c'est le plus gros marché du monde, c'est un marché de consommateurs Mmh. immense qui a été transformé d'ailleurs en marché de consommateurs. Ils produisent plus grand-chose, les Américains et les États-Unis. Et donc, bah, ça, c'est un phénomène extrêmement important et un relais de puissance de la géopolitique américaine, très, très matériel, d'accord? Et du coup, pour revenir, au Venezuela et la Chine et cetera. Ouais, alors il y a aussi un contexte historique très important de rivalité entre, les États-Unis et le Venezuela. Mmh. On avait, avant l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, une espèce d'élite pro-américaine, qui a été une catastrophe, hein, pour les Vénézuéliens, qui en fait assurait des débouchés, du pétrole vénézuélien vers les entreprises américaines, mais le peuple le touchait jamais ça. Mmh. Et quand Chavez, il arrive au pouvoir, il nationalise le pétrole, je crois qu'il exproprie même le pétrole et donc il fait dégager les sociétés américaines OK. d'ici. Ça, c'était quoi, 2010, non? Ah non, non, Avant? c'est avant, ouais, Ah ouais. c'est avant. C'est dans le début des années 2000, je crois. OK. Faut fact-checker, mais OK. vous retrouverez ça, facilement. Chavez, il meurt en 2012, je crois. Mais il a fait un beau moment au pouvoir, effectivement, et donc il nationalise le pétrole américain. Exactement comme on avait eu, Mossadegh en Iran, qui avant le Shah avait nationalisé une partie du pétrole, sur lequel les États-Unis opéraient. Donc ça crée effectivement des volontés d'interventionnisme américain, qui sont pas que des volontés qui finissent par se matérialiser. Et donc, il y a, en ligne de fond, c'est cette revanche à prendre. Trump, il disait: They took it from us». Ils nous ont volé le pétrole, Mmh. quoi. Ils nous ont volé notre pétrole. Nos compagnies, ils les ont virés, on va les réimplanter. Ouais. Et ça, c'est un désaveu aussi majeur pour Trump parce que il y a aussi beaucoup d'amateurisme, hein, dans cette administration. Lorsqu'il a kidnappé Maduro, quel était le plan B? Voilà, il a ramené Chevron et tout, il a dit: «Bah, c'est bon là, vous pouvez aller Ouais, investir». ouais. Sauf que Chevron et tout, déjà le pétrole vénézuélien, c'est énormément d'investissements pour aller le sortir. C'est Ouais, pas parce que comme comme le tu dis, pétrole il de faut, schiste, parce qu'il faut chauffer le sol en fait, c'est ouais. très, très compliqué de sortir du pétrole vénézuélien Ouais. et surtout, ils se disent: «Mais en fait,
tu sais, ils nous ont déjà exproprié notre truc. Ça se trouve, Ouais. ils vont retrouver pour eux, un fou furieux comme Chavez qui va nous reprendre tous nos investissements. Donc Mmh. moi, j'investis pas là-dedans, tu vois? Ouais, bah, oui. Et donc, il y a eu un manque de concertation assez invraisemblable, là-dessus. Et donc il y a beaucoup d'amateurisme, tu vois? Ouais. Il y a cette volonté de garder l'hégémonie du dollar. Il y a cette volonté de récupérer les dernières ressources pétrolières et il y a cette volonté aussi de revanche historique. Il y a Mmh. vraiment ces 3 trucs qui D'ego, s'entremêlent. de Moi, j'aime pas du tout mmh, avoir, des explications parce que ça, du coup, c'est pas des explications matérialistes. oui. Les explications ça, c'est une explication, on va dire, idéaliste ou idéologique. C'est-à-dire que c'est les idées des hommes qui vont gouverner tel truc. Bien entendu que ça peut jouer, mais le monde est beaucoup plus facilement interprétable par, les grandes dynamiques matérielles sous-jacentes, tu vois? Ça, c'est les médias qui vont dire, Trump, il est fou, Ouais. qu'il est voilà, et il y a très peu de gens, enfin assez peu qui vont dire: «Ah bah si, matériellement, en fait, c'est quelqu'un de rationnel, ça se comprend ce qu'il fait, et cetera». Oui. Ça veut pas dire que tout est fondamentalement rationnel. Peut-être qu'il y Mmh. a il y a des coups de folie et qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Par Mmh. exemple, le fait qu'il ait pas consulté les pétroliers pour y aller, Ouais. voilà, mais derrière, il est pas tout seul. Il y a toute une administration américaine. Enfin, moi, j'ai toujours été très mal à l'aise avec les gens qui disaient: «Ah, c'est un abruti». Oui, bah, c'est un abruti, mais il a réussi à être élu 2 fois président de la première puissance mondiale. C'est-à-dire que peut-être que lui, c'est un abruti, j'en sais rien, je pense pas, mais surtout, il a toute une administration derrière. Donc il a des gens qui ont des idées géopolitiques, qui ont une Eh vision beh, sur le oui. monde et qui sont dans la continuité des politiques américaines aussi et en Mmh. particulier des politiques républicaines et même des démocrates sur certains points d'ailleurs. Et donc, ouais, par exemple, là, il y a cette doctrine qui est extrêmement importante, du coup, sur le rapport que les États-Unis entretiennent avec, l'Amérique latine, c'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, c'est quelque chose qui était arrivé, je crois que c'était 1850 dans ces eaux-là. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils voulaient dégager les Espagnols d'Amérique latine pour dire, les Espagnols, donc les vrais Espagnols, hein, les Ouais. les 1ers colons, pour dire: «Bah, en fait, c'est notre continent, dégagez les Européens». Et la doctrine Monroe, c'est souvent vu à tort comme quelque chose d'isolationniste, c'est-à-dire une séparation du continent des États-Unis avec l'Europe et du coup un précaré qui serait cette Amérique latine, là. La doctrine Monroe, elle s'est beaucoup matérialisée pendant la guerre froide parce que l'Amérique latine, ça a été, toujours un territoire qui a été, souvent pris par, des Mmh. gouvernements, socialistes, Ouais. communistes, et cetera. Et donc, il y avait une peur bleue des Américains, Cuba par exemple, d'avoir un régime communiste, à leur porte et qui soit le porte-avions de Moscou, Mmh. et cetera. Évidemment, il y avait cette doctrine Monroe qui a été réactivée, très régulièrement. En particulier, il y a eu 41 coups d'État ou changements de régime provoqués par les États-Uniens sur l'Amérique latine. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de garder un pouvoir, empêcher l'implantation du communisme, mais aussi, et ça, les pays occidentaux, en particulier la France, ont fait la même chose, hein, sur l'Afrique. L'idée, c'est quoi? C'est de maintenir les économies du Sud global sous, sous une forme d'extractivisme. C'est-à-dire, vous avez des super matières premières chez vous, par exemple du pétrole. Mmh. Vous allez hyper spécialiser votre économie pour ne faire que sortir du pétrole. Mmh. Moi, je vais acheter votre pétrole et en échange, je vais vous réexporter tous les super biens, services que je produis. Donc, vous allez avoir du coca partout, des choses Ouais. comme ça, des choses comme C'est ça. vrai, c'est une dinguerie ça. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle, je l'ai pas, en figure, mais la courbe du sourire. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe du sourire, c'est que les activités, bah, de recherche et développement, activités production ou les activités de commercialisation, de publicité, c'est celles qui sont au top de la valeur ajoutée Mmh. qu'on va produire, par le travail et que les plus petites choses qui vont créer de la valeur ajoutée, c'est le truc qui sert à quelque chose, c'est-à-dire l'assemblage, l'extraction du produit, et Ouais. cetera. Et donc dans cette courbe du sourire, toute l'idée de la mondialisation et d'une partie des échanges, mais aussi de forme d'économie néocoloniale, et coloniale d'ailleurs, c'est de implanter toutes les phases de production qui créent peu de valeur ajoutée dans le sud global pour garder les économies de services, donc la recherche et développement, donc la pub, et cetera, dans les économies du Nord et que du coup, par ce biais-là, en fait, je maximise la plus-value que je vais, générer et c'est très important que les pays du Sud restent dans ce mécanisme-là. Mmh. Parce que imaginons qu'un des pays décide: «Bah non, en fait, je vais pas faire que du pétrole, je vais Ouais, bien essayer de sûr. développer mon agriculture, je vais essayer de faire mon industrie, et Eh bah, oui. cetera».
en fait, tu te perds un débouché de marché quand tu fais C'est ça. ça. Et en plus, ton économie, elle est dépendante de ces Mmh. ressources Mmh. aussi. Parce que toi, tu as dégagé aussi tout ton tissu productif. Mmh. Parce qu'au début, c'était l'idée quand même que je produisais chez moi. Mais en fait, on est allé tellement loin qu'on s'est dit au milieu, il y aura la Chine qui va aussi nous faire la production. Comme ça, on Mmh. garde uniquement ce qui génère le plus de valeur ajoutée. Mmh. Et donc, tu deviens aussi dépendant de ces pays-là. Et donc, tu as une interdépendance qui est créée. Et pour maintenir cette interdépendance, il y a toujours le jeu militaire en dernier ressort. Et donc, tu vois, tu peux toujours analyser vraiment des aspects très matériels avec des aspects assez idéologiques, c'est-à-dire la question de la lutte contre le communisme, et cetera, dans cette doctrine Monroe. Et donc dans la doctrine Monroe, il y a aussi l'administration républicaine, Pete Hegseth, je crois, le secrétaire d'État à la Défense, a dit qu'il allait rajouter la corollaire Trump à la doctrine Monroe et donc ça serait Donroe maintenant et donc le La doctrine Donroe. Donroe. Ouais, la doctrine Donroe, voilà, c'est la corollaire Trump à la doctrine Monroe, qui est le fait que maintenant en Amérique latine, on se remet à tout contrôler, vous Ouais. arrêtez, et cetera. Le retour des États-Unis dans Ouais, c'est de exactement. l'ingérence, quoi. Et c'est exactement de l'ingérence, c'est-à-dire s'il y a un gouvernement qui nous va pas, Ouais, on le dégage. C'est on ce qui s'est passé avec Maduro, du on coup. sait ce qui est passé avec Et on Maduro. sait pas qui va le remplacer, du coup, là. Si, c'est Delcy Rodriguez qui est sa vice-présidente qui a pris le pouvoir et Mais qui du coup, est ça change rien à la situation, non? ils ont fait passer une loi pour permettre rapidement des capitaux américains d'investir dans les champs vénézuéliens OK. et donner un débouché. OK. Donc il y a eu c'est assez compliqué parce que moi je me suis renseigné pas mal là-dessus. Il y a vraiment 2 visions dissonantes là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'elle s'est complètement couchée devant Trump, d'autres Mmh. que pas du tout en fait, OK. qu'elle est plus intelligente que lui et qu'elle joue avec. OK. C'est assez compliqué à voir. La relation du Mexique avec les États-Unis est un peu de cet ordre-là parce que OK. le gouvernement mexicain de Claudia Sheinbaum, c'est un gouvernement de gauche aussi et qui est assez anti-américain, mais qui en fait ne peut pas être frontal avec les Ouais, États-Unis bah, parce que ouais. les États-Unis l'explosent. Et donc ils essayent de jouer un peu de façon Ouais. essayer d'être un peu subtil Mmh. dans les rapports aux États-Unis. L'autre, on avait parlé de narcotrafic un petit peu. Les 2 pays qui sont responsables du narcotrafic, c'est surtout la Colombie, d'accord? Le Maduro n'avait pas d'activité, le Venezuela n'avait pas d'activité particulière sur du narcotrafic. OK. En revanche, les narcos y sont en Colombie. Mmh. Et en Colombie, en fait, ce qui se passe, c'est pas du tout la lutte contre le narcotrafic qui pose problème à Trump, c'est le président de la Colombie qui s'appelle Gustavo Petro, qui est le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, parce que la Colombie, ça a toujours été le porte-avions américain de la région. OK. Si tu veux, c'est l'Israël OK. d'Amérique latine. OK. La Colombie, ça a toujours été des gouvernements de droite très très durs, OK. Toujours pro-américain. très pro-américains effectivement, et qui en fait jouaient un peu le double jeu d'éradication du communisme aussi, parce que au Colombie, tu as des groupes armés qui s'appellent les FARC, Mmh. qui sont des groupes sous forme comme les guévaristes, donc ceux qui ont pris le pouvoir à Cuba, donc la révolution socialiste armée. Et à Cuba, en Colombie, tu avais ces groupes-là qui étaient cachés dans la forêt Ouais. amazonienne, et les gouvernements du coup de droite latino-américaine étaient extrêmement violents, en particulier Álvaro Uribe, qui étaient en fait des gouvernements qui pactisaient en partie avec ce qu'on appelle les paramilitaires, c'est-à-dire c'était des mouvements d'extrême droite. C'était en fait l'armée qui sortait le soir en civil, mais avec les armes pour aller tuer les FARC, OK. et qui s'alliait aussi en particulier avec une partie des narcotrafics pour aller éliminer les FARC. Donc il y a que des jeux comme ça, et ces jeux-là, donc financés en particulier par les États-Unis, et tu as eu aussi énormément de ces jeux-là au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, au moment de la guerre froide, il y avait toutes les dynasties un peu qui ont été renversées. Il y avait souvent le choix entre les mouvements rigoristes religieux islamistes et les communistes. Et c'est très 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 souvent que les États-Unis ont financé les mouvements islamistes OK. contre les communistes et se retrouvent ensuite Mmh. dans la situation où ces mouvements islamistes Mmh. se retournent contre eux en Ah ouais. particulier. Et donc il y a vraiment cet élément assez important à comprendre. Et si tu l'avais vu notamment, il y avait eu, après cette attaque de Trump au Venezuela, il y avait Elon Musk qui avait tweeté à propos de Gustavo Petro, plata o plomo, donc voilà, l'argent ou la mort, quoi. Ça veut dire, en fait, il l'a menacé de mort, et Trump a dit, fais gaffe à tes fesses, Petro, etc., etc. Ah ouais. Et donc, parce que l'idée, en fait, t'as les narcos chez toi,
C'est aussi une ingérence pour aider l'extrême droite colombienne, qui a Mmh. envie de reprendre le pouvoir à Ouais, Petro. ouais. Et l'idée, c'est quoi? C'est en fait, je peux intervenir chez toi et je peux te fracasser aussi, Ouais, quoi. ouais. Mais Petro a été assez digne à ce moment-là. Il a réaffirmé Petro, c'est un ancien FARC, en plus. Donc, Ah oui. il a Ouais. réaffirmé dans un très beau discours, la souveraineté, colombienne et coup de théâtre, 2 semaines après, il avait une entrevue à la Maison Blanche et ils ont discuté. A priori, la situation s'est un peu calmée, OK. mais il y a cette stratégie du fou, hein, qui est théorisée par Trump. Trump, on le prend jamais, en considération comme un intellectuel. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a écrit des bouquins, Mmh. qui est bon, alors c'est pas Baudelaire, hein, mais c'était, des bouquins sur, comment on fait des stratégies de négociation, Ouais, d'accord? ouais. Et l'idée, c'est que si je veux faire une négociation avec toi, Mmh. il faut que tu crois que je suis complètement malade, Mmh. que je peux faire n'importe quoi, Mmh. que je peux, en fait, t'empêcher de sortir et te Ouais. mettre un couteau si tu me dans la cataracte si tu veux Ouais, en fait, il y pas. a une stratégie derrière, c'est pas un truc, Hein, c'est un truc qui est réfléchi, en fait. exactement, et c'est un truc qu'il a théorisé. Il l'a écrit dans des bouquins. C'est OK. pas, 3 trucs et Ouais, demi ouais. qu'il a donnés, et donc c'est très important de comprendre ça. Il essaye de jouer cette stratégie du fou, Mmh. d'être pris au sérieux et en fait de faire tellement peur, à son interlocuteur que l'interlocuteur finit par signer n'importe quoi. Ouais. Par exemple, l'Union européenne Ouais, qui c'est a ce qui s'est passé décidé, dans l'Union voilà, européenne. quand elle a, fait signé, alors le traité de Versailles de l'énergie, hein, vraiment. C'était combien le montant? Vous voyez que je travaille, hein, avant de venir quand J'avoue, même. tu travailles tes fiches, Ah bah oui, j'ai mes fiches, sinon c'est nul, hein. Il y a tellement de gens qui viennent, qui partent, qui c'est un peu la même chose à tout le monde et c'est nul. Je suis en forme, hein. Bon, oui, c'était le traité de Turnberry. Le traité de Turnberry, c'est donc, le traité de Versailles de l'énergie. C'est là où l'Union européenne, elle a accepté de payer 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains. ça, c'était Pour il y a pas longtemps, là, c'était ce qui s'est passé Ouais, là. au retour de Trump. Il a été C'était quand? est-ce que c'est en 2024? rapport avec les droits de douane qui voulaient augmenter? Oui, ouais, c'est ça. OK. Je vous mets 100 millions de pourcents de droits de douane si vous faites pas ce que je veux. Oui, OK. Voilà. Et donc la contrepartie, c'était d'acheter des Des produits produits énergétiques américains c'était quoi, du pétrole, du coup? Enfin, c'est un truc, qui nous venait de Russie avant, par exemple. ah, le gaz? Le gaz, Le effectivement. GNL? Enfin, Et le le GNL, exactement, sauf que le GNL américain est attends, 2 qu'est-ce fois que c'est le GNL, peut-être pour les gens? le gaz, c'est gaz naturel liquéfié. Le gaz avant d'Europe, avant le conflit, enfin, en plus, c'est même pas vrai. Mais enfin, avant le conflit, Russie-Ukraine, il arrivait à l'Europe par le gazoduc, Nord Stream, et il y avait un nouveau Nord Stream qui allait être prévu, qui s'appelait Nord Stream 2, et du coup, ce gazoduc a été coupé, Entre la Russie et l'Allemagne? entre la Russie et l'Allemagne, effectivement, et on a remplacé ce gaz, et donc de façon très, très abrupte, et on a remplacé progressivement ce gaz Mmh. par, du gaz naturel liquéfié venant des États-Unis, Ouais, pour d'accord? diversifier nos Donc le gaz naturel liquéfié, c'est du gaz qui vient en bateau. C'est du gaz qu'on va liquéfier, il doit arriver sur un méthaniseur. Il y a, je crois, 5 méthaniseurs en France, pour en fait, liquéfier le gaz et ensuite l'envoyer dans le réseau, de gaz, et ça coûte beaucoup plus cher, hein. La crise énergétique, elle a coûté 160 milliards d'euros aux Européens, hein. Vraiment, de ah, cette c'est intervention en Ukraine, c'est absolument énorme. C'est le PIB de l'Espagne qui est parti en fumée, en fait. ouais. Pourquoi? Parce qu'on a doublé le prix du gaz, on a Mmh. quasi doublé le prix du pétrole à ce moment-là, Et en et en plus, le prix fait, du gaz, enfin, le prix de l'électricité est indexé sur le ah, gaz, ça enfin, c'est les merveilles de l'Union bref, européenne parce on va pas qu'effectivement, revenir là-dessus, mais on peut, hein, c'est quand même hyper, matériel quand même on cette peut. histoire. Après, C'est que le prix du gaz, le prix de l'électricité en France, il est adossé au prix de la dernière centrale, appeler électrique appelée, et c'est tout le temps du gaz, ouais. et donc en fait, on a eu effectivement une explosion des prix de l'électricité suite à la crise Ukraine, Russie, Mmh. suite à l'invasion faut pas euphémiser ça, l'invasion russe en Ukraine, et qu'est-ce que ça a produit ça? Ça a produit notamment que l'État français a dû, plafonner, mais ils ont plafonné pas en bloquant les prix, Ouais. ils ont plafonné en compensant la différence, Ouais, c'était un bouclier tarifaire. c'était un bouclier tarifaire, ça a coûté 60 milliards d'euros à Mmh. d'argent Ouais, public. parce que le prix était bloqué pour les consommateurs, mais c'est l'État qui rallongeait, parce que le gaz, il n'achetait pas le prix que les consommateurs payaient. Donc Exactement, ça et a coûté donc énormément d'argent public. exactement, et cet argent public, il va dans les poches des énormes, Ouais. et Des des énormes acteurs énergétiques, quoi, et les pays qui te fournissent ça, donc c'est de l'argent qui part aux États-Unis, ça n'a aucun Mmh. sens. Ouais. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment une catastrophe, sans nom, hein, ce moment-là, et en fait, on s'est coupé du pipeline russe pour aller sur le goutte à goutte, américain, Ouais. mais malheureusement, Et du c'est coup, on a signé un accord pour dire, enfin, on s'engage à acheter tant de produits pétroliers, aux Américains. On exactement. s'est plié Ouais, à leur et il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, ça, on le sait pas, depuis 2022, l'Europe, elle a versé plus d'argent à la Russie pour ses énergies fossiles qu'à l'Ukraine en aide.
et ça, c'est le commissaire européen Dan Jorgensen qui le dit, 200 milliards qui va quand même aller à la Russie parce qu'en fait, le gaz russe ou le pétrole russe, bon, il fait un petit tour du monde, il passe en Inde, qui rajoute un peu d'argent, tu vois, là, ça, et ça, Mmh. il revient chez nous parce qu'en fait, tu peux dire, oui, il y a rien, effectivement, qui vient du territoire russe, Oui. mais en fait, le GNL t'arrive quand même par un endroit. Et Mmh. là, il va se matérialiser autour du prix du GNL qatari, du GNL américain. Et donc, en fait, tu peux jamais couper directement d'un coup. Et si t'as pas anticipé ça, et c'est peut-être un des messages sur lequel on peut le relier avec notre premier entretien, c'est que si tu n'anticipes pas ces moments-là, et ben, quand ta maison brûle, c'est trop tard pour agir. Parce qu'en fait, tu vas aujourd'hui, le fait d'être dans des logiques d'austérité budgétaire, d'investir dans rien comme projet structurel Mmh. énergétique, ça veut dire qu'à chaque catastrophe, tu vas devoir, c'est pas qu'on manque d'argent, mais tu vas devoir sortir l'argent Oui, en bah, oui. catastrophe et donc après, ça te remet en difficulté. Et cet argent en catastrophe, il part n'importe où. Il part aux Mmh. États-Unis, il part en Russie. Il va financer en fait ce qu'on ne veut pas financer Mmh. en tant que tel, malheureusement. Ça, on en reviendra plus tard après à notre dépendance aux énergies fossiles et notre intérêt aussi de transitionner vers les énergies, Ah ouais, ça, d'électricité, enfin les énergies qu'on produit ici en France. ça c'est sûr, hein. Hem, pour revenir un peu, du coup, Venezuela, Groenland, Iran. Oui. On a parlé un peu du Venezuela. On a dit que Trump, en gros, il voit que que le pétrole américain commence est passé par son pic et qu'il y aura de moins en moins de pétrole. Donc son but, c'est vraiment s'accaparer un peu Ouais. le pétrole de tout le monde entier, en fait. Il y a pas Mais que ça. Ouais. ouais. Il Non? joue à risque, tu vois, Trump. Donc risque, c'est les jeux de Ouais, géostratégie où on essaye de récupérer les ressources. Il ouais. est vraiment dans cette mentalité-là, très impériale. C'est pour ça que j'étais passé sur LCI et j'avais dit, Trump, il est pas climato-sceptique, c'est un impérialisme climatique. Ouais. Je passe pas non plus ma vie avec ce concept parce que, je vois pas, enfin, l'impérialisme suffit. Il y a pas besoin de rajouter Ouais, climatique bah, oui. derrière. Mais l'idée, c'est qu'on prend avantage du dépassement des frontières planétaires. Si je reviens sur le Groenland, il y a cette super carte qui a été faite par la revue, Conflit, où tu vois qu'en fait, le continent qui se réchauffe le plus vite au monde, c'est l'Arctique, donc c'est le Grand Nord, ce qui veut dire que tu as 2 choses qui vont se produire. Tu as effectivement les ressources qui vont devenir exploitables au Groenland, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller forer et trouver des super trucs Parce dedans. qu'il y a sûrement du pétrole Il y là-bas a du aussi. pétrole, il y a du gaz, Ouais, il y a des minerais, a ouais. priori. Mais surtout, il y a 2 routes qui vont s'ouvrir et là, parce que le problème quand on voit notre planisphère, Ouais, on bah, a oui. beaucoup de mal à le visualiser, mais quand on regarde par le haut, c'est mieux. Il y a la route maritime nord qui ferait gagner 40 de temps entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, et la route et le passage nord-ouest aussi. Et donc en fait, ça, c'est des zones de commerce à contrôler. D'accord? Mmh. Et si Trump veut le Groenland, c'est pour étendre la zone économique exclusive américaine, puisqu'en fait, vous savez que, lorsque vous avez un territoire, vous avez une partie du territoire maritime frontalier Vous avez rien. qui vous appartient. Vous pouvez forer, mais par exemple, vous pouvez pas forer en haute mer, en théorie. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un accès à ces routes maritimes et les contrôler. Parce qu'aujourd'hui, et ça on l'entend assez peu, la Chine investit beaucoup dans les routes de la soie, ça vous Mmh. le savez, mais aussi dans les routes de la soie arctique. Et ici, il y a la La route de la Russie. soie normale, c'est de où vers où? Pour rappel? C'est compliqué, de la Chine à l'Afrique quasiment, hein. Il Mmh. faudrait que je retrouve un graphe exact, mais l'idée, c'est d'avoir, en fait, des énormes réseaux, notamment de chemin de fer, pour, en fait, faciliter la circulation des marchandises, Mmh. un peu partout et offrir des débouchés de marché aux marchandises chinoises. Parce qu'aujourd'hui, le principal marché des Chinois, c'est les États-Unis. OK, Et ah ça je savais pas ça. c'est-à-dire, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un super livre, d'un gars qui s'appelle Benjamin Burbaumer, qui est peut-être le meilleur Tu économiste. m'as fait peur, tu as dit Benjamin, j'ai cru que tu allais dire, Non, non, bah, bon, on est toujours très tout le monde s'appelle a le droit de s'appeler Benjamin ou Benjamin Burbaumer, je sais plus comment il faut le prononcer, Mmh. mais Benjamin Burbaumer, il a écrit un bouquin qui, qui explique Chine et États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Et il explique quoi? Il explique en fait le début de l'histoire que je vous ai raconté au début. Les États-Unis, ils ont délocalisé une énorme partie de leur production en Chine parce que coût du travail moins cher, pour pouvoir réimporter ensuite les matières premières et faire des excédents de commerciaux. Mmh. Sauf qu'en faisant ça, ils ont fabriqué la Chine, d'accord? Et aujourd'hui, la Chine, c'est un concurrent Ah bah, des ouais, bien sûr. États-Unis. Et comment ils ont fait? Ils ont simplement, au début, pris les usines américaines. Mmh. Ils ont fait un truc, tout le monde dit que c'est horrible, mais moi je trouve ça hyper intelligent. Ils ont copié Ouais. tout ce qui a été fait. Mmh. Maintenant, ils font tout mieux. Ah mais clairement. Et
on a toujours été, et ça c'est un énorme souci encore une fois, moi je veux pas accabler les médias français, mais il y a 10 ans, on était encore sur le cliché raciste Ouais. sur le chinois, il Ah mais copie clairement. mal, il fait de la Ouais, camelote. c'est clair. Maintenant, ils font tout mieux que nous. Ah mais clairement. Pourquoi? J'ai vu je sais pas si tu as vu le documentaire de, Mathieu Stéphanie. Tu sais, le Non. podcasteur, Génération Do It Yourself. Je sais pas si tu connais? Ah oui. En gros, il a fait un documentaire, il est allé en Chine. Mmh. Donc lui, c'est un peu ambiance start-up, businessman et cetera. Mmh. Il est allé en Chine voir ce qui se passe, mais c'est incroyable le niveau de technologie qu'ils ont et en gros, il a fait le parallèle avec les États-Unis qu'il a fait peut-être un mois avant et on voit que la Chine, elle est même en avance sur les technologies, sur la voiture électrique, sur les robots, sur plein de choses, sur les logiciels et en fait, on se rend compte que la Chine, c'est pas du tout l'atelier du monde, c'est la prochaine puissance qui est en train d'émerger, mais C'est la plus pro c'est la prochaine qui est déjà puissance, ouais, c'est déjà la même première déjà puissance mondiale, en hein. peut-être première, tu vois? Alors, C'est c'est incroyable. très intéressant ça parce que si, on va dans l'univers YouTube, il y a le Rire Jaune aussi qui est revenu en Chine pour faire une vidéo, il y a iShowSpeed qui est allé en Chine Ah faire oui, des oui, choses ouais. comme ça et ben, en fait, ils y sont tous allés comme ça Mmh. peut-être? Non, c'est une stratégie du gouvernement chinois de faire du Mmh. soft power comme par exemple les Japonais ont le soft Mmh. power avec les mangas Ouais, bah, oui. et dire: «Venez nous voir, regardez Mmh. ça» et en plus là, regarde, à la limite, tu pouvais être en mode sous l'administration Biden: «Oh la Chine c'est pas bien», mais maintenant avec Trump, la Chine elle passe comme un facteur de stabilité du monde, Mmh. en fait. Parce que regarde, il y a les 3 grandes puissances. Si tu as cette vision un peu à l'ancienne des 3 grandes puissances, donc la Chine, la Russie et les États-Unis, bah, qui déclenche des guerres nulle part? C'est la Chine, tu vois? Mmh. Et donc là, ils ont cette position d'être un peu leader d'équilibre, réaffirmer le droit international et bah, ils prennent, la position qui est laissée vacante par les États-Unis. Et on n'a pas dit un truc hyper important. C'est parce que depuis le début de notre entretien, on a l'impression que Trump, il est trop fort, il fait ce qu'il veut. Ouais. Non, c'est une catastrophe. Alors ouais, Pourquoi? pourquoi? Bah, pourquoi? Parce que on l'a loupé ça. Ça, c'était encore une fois, 5 minutes, sur BFM. La Cour suprême des États-Unis, elle a annulé qui est conservatrice, qui a été mis en place par Trump 1, Mmh. le premier mandat, elle a annulé les droits de douane de la politique, les droits de douane de Trump. La Ouais. validité légale des droits de douane. Et pourquoi c'était pas légal, Eh beh, en fait, alors ça, c'est un jugement Non? assez peu alors ça, c'est le droit américain Oui, fouillé, mais on peut pas le comprendre oui, parce que OK. le droit est une interprétation des puissances. C'est qu'en fait, les républicains se rendent compte que les droits de douane, c'est une catastrophe. Mmh. Pourquoi les droits de douane, c'est une catastrophe? Parce que regarde, imaginons, c'est quoi l'objectif de Trump? Trump, il veut réindustrialiser les États-Unis. Oui. Biden voulait réindustrialiser les Mmh. États-Unis. Biden, ce qu'il a fait, c'est l'Inflation Reduction Act, c'est de la centaine de, des centaines, voire, des milliers de milliards qui ont été investis pour aller faire des technologies propres, refaire des chips, donc les semi-conducteurs, refaire, des Mmh. panneaux En gros, solaires, subventionner l'économie américaine, les industries américaines. à fond, à fond, à Ouais. fond les ballons, quoi. C'est ce que Ouais. la Chine fait beaucoup Oui, d'ailleurs, bah, oui, voilà. oui, bien sûr. Sauf que, les républicains sont contre ce genre d'interventionnisme de Mmh. base et donc lui, ce que Trump a fait, c'est qu'il a dégagé l'Inflation Reduction Act, donc plus d'investissement public. Par contre, je mets des surdroits de douane pour protéger le tissu productif américain Mmh. et tu n'as plus de tissu productif. Ouais, bah, oui. Donc en fait, tu mets des droits de douane pour que tes entreprises américaines Soit compétitive. puissent exporter, Ouais. de quoi? Qu'elles soient Soit compétitives à compétitive. l'exportation Ouais. et donc qu'elles puissent diminuer le déficit commercial américain qui est Mmh. énorme. Déficit commercial, c'est la différence entre les valeurs des importations et les valeurs Mmh. des exportations, OK? Donc c'était ça l'objectif. Ouais. L'objectif, c'était de, Et c'était aussi de dire, en gros, les entreprises si tu mets les droits de douane, les entreprises, par exemple, européennes, elles vont s'implanter aux c'est ça, US il y avait directement. voilà. Il y avait aussi ce calcul-là nul qui était de se dire: «Ah bah, si je mets des droits de douane, en fait, elles vont vraiment vouloir rester connectées au marché américain. Elles vont sauter chez moi pour Ouais. réinvestir». Il y en a un bout qui a fait ça, mais Mmh. pas assez vite. Mmh. Et il y a aussi quelque chose qui est très important de noter, c'est que, bah, tu peux avoir une entreprise qui se réinstalle aux États-Unis. OK, est-ce que les travailleurs américains sont qualifiés pour faire ça? Mmh. Non. Il y a eu un effondrement extrêmement important du nombre d'ingénieurs aux États-Unis. Quand tu as moins d'ingénieurs, c'est plus difficile de faire de l'industrie. Quand tu as la moitié des Américains qui font des études de droit, de juristes et de choses comme ça, bah, malheureusement, c'est pas qui sont en fait câblés pour aller sur des économies de services. Tu Mmh. vois? Les écoles américaines, elles forment pour l'économie américaine et donc plutôt de la recherche, de l'économie de services et cetera. Mmh. Et donc c'est pas en faisant un claquement de Ouais, doigts clairement. que tu peux refaire de l'industrie.
à la limite, si tu veux refaire un tissu industriel, ça prend du temps. Oui, il y a des questions peut-être de protection douanière, mais la protection douanière ne peut pas y être toute seule. Il faut que tu Mmh. aies une planification, une organisation, une réflexion, que tu mettes une partie extrêmement importante de ton PIB de l'étude jusqu'au produit fini, que tu saches aussi dans quoi tu veux investir, puisque les républicains sont aussi très libertariens, c'est-à-dire c'est le Oui, bah, marché oui. qui va faire eux-mêmes. Ouais. Tu vois? Ils avancent pas Ouais, trop. Le seul secteur qui marche pas comme ça aux États-Unis, et c'est le secteur en fait qui leur garde une partie de l'industrie. Et là, malheureusement, on ressemble beaucoup en France aux États-Unis. C'est le secteur de l'armement, d'accord? Mmh. C'est ça Ouais. qui entraîne. Ils ont des dépenses militaires énormes, mais c'est quasi du socialisme, hein, ce truc-là, parce qu'en fait, c'est que de l'argent public Ouais. qui va te recréer des grosses marchandises que tu vas vendre ensuite aux Saoudiens. Et c'est pour ça notamment qu'il fait son truc sur l'OTAN. C'est-à-dire, l'OTAN, c'est quoi? Les dépenses militaires de l'OTAN, vous devez plus avoir 2% de votre PIB de dépenses militaires, vous devez avoir 5. En fait, il essaie de trouver des débouchés de marché sur les armes qu'il Ouais, produit, bah, oui, bien sûr. quoi. Mmh. Et en fait, là, il essaie de trouver des filières exportatrices. Mais ça, c'est extrêmement important que Trump, du coup, dans ce sens-là, c'est un colosse au pied d'argile parce que il y a cette espèce, donc il y a les droits de douane. Les droits de douane, ça importe de l'inflation. Il y a Ouais. une grosse inflation aux États-Unis. Oui, Lui, parce que dans tout ce qui vient les importations qui viennent, par exemple, aux États-Unis, ça devient plus cher pour les Américains et du coup, bah, ça réduit le pouvoir d'achat des Américains. Exactement. Ouais. On se dirait, peut-être ça devient plus cher, mais c'est pas grave vu qu'ils ont plus de salaires, il y a Oui. moins, il y a des meilleurs salaires parce que des bons travail dans Mmh. l'industrie, et cetera. Non, ils C'est ça. recréent pas de Ouais, travail ouais, dans ouais. l'industrie. Donc en fait, ils sont en train de se sectionner, en particulier sur ces bases populaires. Mmh. Et qu'est-ce qu'avait dit Trump? Ouais. Il avait dit: «Bah oui, effectivement, on va avoir un peu d'inflation, il y a pas de problème. Mais en fait, c'est pas grave parce que je vais drill baby drill et donc je vais couper». C'était ça la promesse de campagne. En 1 an, je vais diviser par 2 le prix du carburant, le Mmh. prix à la pompe, le prix de l'énergie. Très bien, ça a pas marché du tout. Parce que s'il baisse le prix du pétrole, il oblitère son industrie du pétrole de schiste. Oui, bah, oui, parce qu'il Et donc, il est dans cette contradiction incroyable. oui, ça peut être répété, mais en gros, s'il réduit le prix de l'énergie, ça fait que le prix du baril du pétrole, du gaz de schiste, enfin Si tu américain. divises par 2 ton prix à la pompe, c'est-à-dire qu'en fait, la rentabilité Oui, bah, oui. de l'entreprise qui te vend le pétrole, notamment le pétrole de schiste aux Américains, aux États-Unis, elle est divisée par 2 aussi. Et Oui, bah, donc, oui. Donc il est coincé dans ce truc-là, mmh. complètement coincé dans ce truc-là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a choisi. Regarde, si le prix du pétrole il est en train de monter jusqu'à, il a choisi les pétroliers. Il a choisi les pétroliers dans ce dilemme entre sa population Mmh. et les pétroliers. Et donc en fait, et ça c'est pas une bonne nouvelle parce que en fait, la seule façon qu'il a maintenant de sauver son mandat et de refaire partir son économie, Mmh mh. c'est d'aller piller à droite à gauche. C'est-à-dire d'aller récupérer du pétrole à droite à gauche, OK. d'en remettre dans son économie. Et en fait, il y a que la guerre comme sortie de crise pour OK. l'administration Trump, Donc tu tu vois? penses que c'est un peu un all-in en gros comme au poker, c'est un tapis en quelque sorte? Enfin, je sais pas. Je pense qu'il est obligé de faire ça. Je Ah ouais? pense qu'il est en plein dans ses contradictions. Je pense qu'effectivement, il y a ce jeu de ouais, je la seule façon que j'ai d'en m'en sortir parce que, regarde, en fait, tu réentraînes toute ton économie dans la guerre, c'est tout. Mmh. Genre mon économie, elle marche plus. Mmh. Il y a plus rien qui marche. Tout est cassé dans l'économie normale. Bah, en fait, je vais juste tout réorganiser mon activité économique pour faire la guerre. Mmh. Parce qu'en fait, c'est trop bien, les obus, ça explose. C'est comme le PIB, tu vois? Le PIB, pourquoi c'est bête? Le PIB, je fais un trou dans le Oui. sol, je le rebouche, ça fait du PIB. Mmh. Bah, ça fait du PIB aussi de construire un obus, de le faire exploser. Oui, bien Tu sûr. vois? Et donc comme ça, tu peux recréer un peu une dynamique dans l'activité américaine, remettre, tout au service de l'industrie de l'armement Mmh. et donc aller, sur ces éléments-là, ouais. Et l'idée, c'est de reconfigurer le monde, autour de la domination américaine et de lui refaire, en fait, des économies serviles. C'est-à-dire qu'une économie qui a le choix entre des produits chinois et des produits américains, elle va choisir le produit américain et le produit chinois. Voilà, maintenant aujourd'hui parce que c'est mieux Oui, sur bah, tous oui. les points Mmh. et parce qu'ils sont beaucoup plus stables les Chinois, donc Mmh. pour le commerce, voilà. Et ben imaginons l'inverse, imaginons que, maintenant les États-Unis interviennent, ils volent ils prennent le gars, ils l'enferment et ils disent: «Bah maintenant vous achetez plus chinois, vous achetez nous». Oui, bien sûr. Tu vois? Ouais. Et donc en fait, il met son activité économique soit pour aller couper, mettre la Chine, la jugulaire au bout de la Chine et voilà. Sauf que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bah, déjà, vous vous rappelez, de cette phase-là de l'entrée de Trump, c'était, «Je mets 100 millions de droits de douane sur la Chine et tout et aujourd'hui c'est 20, après c'est 115, après c'est 215, ah et trop bien».
Et comme d'habitude, les médias ont fait 50 000 titres sur on est à 300 millions de pourcents de droits de douane. Par contre, il vous a pas raconté la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Trump, il a fait de l'aplaventrisme. Il s'est couché par terre. Parce que les Chinois ont dit très bien, tu me mets 160 de droits de douane sur mes produits. OK. Les terres rares, ça va plus aux États-Unis. Et aucune. Sauf qu'ils sont hyper dépendants des. Sauf donc le PDG d'Apple appelle Trump, il fait je peux plus faire d'ordinateur. Le PDG de machin appelle Trump, je peux plus rien faire. Ouais. Voilà. Toute la Silicon Valley appelle Trump. Musk appelle Trump. Faut dire que c'est pas possible, tu peux pas faire ça. C'est bon, on s'est entendu. 10% de droits de douane réciproques chacun. Ah oui, Mmh. donc au final, Tu vois? pas C'est même pas l'Union européenne. L'Union européenne, Ouais. c'est je t'achète ça et t'as le droit de me mettre des droits de douane. Là, c'est des réciproques. 10-10, je crois que c'était un truc comme ça. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait la Chine après? La Chine, vu qu'il s'est mis à mettre des droits de douane à tout le monde, pour dans son truc, la Chine a dit: «Oh bah très bien. Bah, les Africains, vous êtes en difficulté. Moi, je retire tous les droits de douane avec vous». Et voilà. OK. Donc pendant que lui, il est un facteur de peur dans le monde, d'instabilité commerciale en particulier, Ouais. la Chine, elle construit ses routes. La Elle Chine a dit: fait l'inverse, quoi. «Eh ben oui». Mmh. Et puis, regarde, qui est le plus dépendant? La Chine, elle produit. La Chine, elle peut être emmerdée par ses droits de douane parce qu'elle perd une partie du marché américain. Elle fait: «Je m'en fous». Je fais: «Mais toutes ces marchandises-là que je peux plus vendre aux États-Unis, Elles iront ailleurs. je vais les vendre à l'Afrique, je vais les vendre à l'Europe». Tu vois? Il y a Macron qui avait fait, aussi son truc là en mode: «On a besoin que la Chine investisse en Europe, nanana». Mais tu vois, il a même perdu une partie de ses alliés, en fait. Parce qu'imaginons que, ses alliés européens, parce que du coup, ils sont en train de se réorienter en mode, bah, ouais, il va falloir qu'on prenne des investissements chinois et cetera et cetera. Il est en train de faire, pour moi, hein, n'importe quoi, même du prisme des États-Unis. Tu OK. vois? Par exemple, on a des responsables politiques français, je le citerai pas, qui dit: «Ah bah, il est très bien pour le peuple américain». Non, c'est une catastrophe pour les États-Unis eux-mêmes. Mais Parce que cette stratégie, elle est complètement contradictoire, sur plein de points. Il est pris entre des contradictions et la seule façon dont il a de surmonter ces contradictions, c'est la guerre, imposer aux gens de continuer d'utiliser le dollar, d'accord? Et tu vois, il y a un autre énorme paradoxe sur le pétrole et les dollars. Si tu veux être une économie qui exporte, tu as Oui. besoin d'un dollar faible. Pourquoi? Quand tu as une Ça, monnaie faut expliquer parce que ouais. c'est pas évident. Alors quand tu as une monnaie faible, si tu as une monnaie très, 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 très forte, c'est très difficile. Ça veut dire que tes produits, quand tu vas les exporter, ils vont être très, 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 très chers. Ouais. D'accord? Est-ce que c'est à peu près clair ça? Mais, si tu décides d'avoir une monnaie plus faible, ça veut dire que tes exportations vont être plus chères. Par contre, tu vas importer beaucoup plus facilement. D'accord? Parce que toi, le prix de ton enfin c'est quand tu as une monnaie faible, c'est ça. Monnaie faible égale beaucoup plus facile d'exporter, mais les importations coûtent plus Ouais. cher. Donc ce que tu importes devient plus cher, donc les Américains payent plus cher, je sais pas, par exemple, un produit qui vient d'Europe, C'est ça. donc leur pouvoir d'achat diminue. Ouais. Et par contre, les exportations américaines deviennent moins chères. Elles deviennent plus compétitives pour les autres pays. Plus compétitive, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, lui, il a une volonté d'avoir un dollar bas pour faire ça. Sauf que si tu as un dollar bas, Bah, les produits importés coûtent plus cher tu as et ça aussi. donc tu as l'inflation. Donc tu as l'inflation, mais tu as aussi le fait que ça t'emmerde sur ton pétrole. Parce que le pétrole, s'il est échangé au dollar Ah et oui, que oui, la oui. valeur du dollar diminue, il Ouais. faut plus de dollars et Ouais. tu es en difficulté par rapport à ça. Et donc, en fait, si tu as un dollar très bas, bah, en fait, c'est beaucoup plus difficile. En fait, si tu as des prix du pétrole très hauts, tu vas avoir un prix du dollar haut. Tu vas avoir des dollars qui sont hauts. Sauf que tu as intérêt à avoir le prix du dollar haut. Sauf que tu as intérêt aussi, à l'inverse, d'avoir un prix du dollar bas pour pouvoir exporter. Oui, bah, oui. Et donc, comment tu arbitres ça? Bah, c'est inarbitrable. Faut Ouais, faire ouais, un choix. c'est 2 trucs qui vont qui sont Il veut les 2. ouais, bah, oui. Les 2 C'est pas possible, en fait. oui, c'est pas possible. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Il veut à la fois se réindustrialiser en ayant un dollar bas, en ayant un prix du pétrole haut, Ouais, mais ouais. un prix du pétrole divisé par 2 pour pas que ça n'a aucun Oui, sens. oui, oui. Et donc il est dans ce Mais du coup truc-là, il est dans cette espèce de schizophrénie par rapport à ce truc-là. Ça peut s'expliquer par la façon dont ça on l'avait vu peut-être, dont il gère ses conseillers économiques. Il a une vision du chaos, Trump, c'est-à-dire qu'il se dit, il a 15 conseillers économiques, battez-vous contre moi et je vais prendre les meilleures idées de chacun. C'est contradictoire, tu prends la vision d'un gars, tu prends pas un bout de truc, un gars Ouais, bah, qui oui, oui. voilà, c'est Il y a pas de cohérence, quoi. tu vois? C'est comme si je te faisais un programme politique et que je prenais au hasard, Ouais, je faisais à ChatGPT: «Dis-moi, bah, tu prends une mesure au hasard de chaque programme et on va voir».
Ouais. Bah, ça se trouve, ça a marché, mais ça se trouve, il y a 15 Sauf trucs que qui tout veulent est contradictoires. imbriqué et tout est Ah ouais, imbriqué, enfin, ouais. c'est des il est en train de se Mais du coup, il est dans ses contradictions. toi qui disais tout à l'heure que c'était quelqu'un d'intelligent et qui avait une stratégie et cetera, finalement on Bah, il y a plusieurs stratégies dans sa tête. ouais. Il est dans ses contradictions, très importantes et la seule façon de mettre ça de façon rationnelle, c'est qu'il surmonte ça par le conflit militaire, Mmh. d'accord? Mais ouais, ouais, c'est très difficile effectivement, il y a de la rationalité, Oui, mais il y a des rationalités qui s'opposent dans son truc, ouais, tu vois? Tu OK. vois ce que je veux dire? Et ça fait la transition avec l'Iran, du coup, c'est le sujet qu'on n'a pas parlé. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe? Pourquoi il est intervenu en Iran? C'est Ouais. dans la suite de ce que tu veux dire, je pense aussi. La question iranienne, c'est, une longue question. Donc si on refait un peu d'histoire, au début, il y avait Mossadegh qui a nationalisé le pétrole, où les États-Unis opéraient. Du coup, coup d'État, CIA, et cetera. Ce qui n'a donné le Shah d'Iran. Shah d'Iran, pouvoir, détesté par les Iraniens qui sont chassés par la révolution islamique. Le premier acte de la révolution islamique, ça a été de massacrer les communistes, puisqu'en fait, ils étaient 2 à lutter contre le Shah d'Iran, les communistes et la révolution islamique. Et ça a donné une révolution islamique qui était très contre les États-Unis et contre Israël et encore les histoires de Mmh. nationalisation du pétrole, etc. Il y a toujours eu la peur aussi, notamment parce que il y avait le président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui avait dit si on a une bombe nucléaire, on la balance sur Israël. Donc il y avait ce truc-là, et donc il y a toujours eu cette espèce d'énormes rivalités et d'énormes tensions dans la région. Mmh. L'intervention en Iran, elle peut s'expliquer, bah, par effectivement mon histoire du pétrole. C'est très difficile d'y voir un peu clair parce qu'il y a l'impression que c'est Israël qui a poussé Trump à faire cette intervention-là. En tout cas, ce qu'on peut décrire, c'est les conséquences que ça a pour l'économie mondiale. Il y a eu Mmh. la fermeture, du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un détroit où il y a un quart du gaz qui passe et Mondial, hein. ouais, 20 du gaz, pardon, et un quart du pétrole mondial qui y passe. Le pétrole iranien va où, à votre avis? En Chine, Chine, ouais, bien sûr. voilà. Et D'accord. donc ça, c'est 40 kilomètres. Et donc en représailles, l'Iran a, fermé ce détroit-là. Ce qui fait qu'on a un prix du pétrole qui a monté jusqu'au ciel. On est à un prix du baril, qui est arrivé autour des 115-120 $, qui est redescendu parce que Trump a dit que le détroit d'Ormuz allait jamais allait dans 2 heures, le détroit d'Ormuz allait être, jamais aussi sûr qu'il l'ait jamais été. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les navires qui passent dans les détroits d'Ormuz, ils peuvent très bien se dire, bah, ouais, Trump, il va le débloquer. Sauf que ça marche pas comme ça. Mmh. Tu as des primes d'assurance sur les navires qui naviguent, avec des marchandises. Ouais. Et les assureurs, ils ont multiplié par, je crois, ils sont passés de 0,5 à 3% du prix de la cargaison sur la Oui. prime d'assurance sur le Fois risque de 6 quoi. guerre, fois 12. Pardon. Attends, j'ai fait 3 fois ah oui, C'est c'est 0,5 3, ça fait oui, ça fait fois 6, pardon. Et c'est donc énorme, hein. et bah, oui, parce qu'en fait, si tu as un truc à 250 000 bah, tu as, tac, bah, Ça fait 1,5 million. ça fait 1 million quoi. Et donc en fait, c'est les assureurs qui n'assurent plus Ouais, beh, pour le passage, mmh. d'accord? Et donc, bah, il y a plein il y a toute la production pétrolière ici, hein. Regardez, si on regarde bien la carte, le pétrole saoudien, à votre avis, il passe par où? Bah, il y a le détroit d'Ormuz, hein, c'est Mmh. un peu pénible. Le pétrole qatari, le pétrole du Koweït, et cetera, bah, c'est très pénible. Irak aussi. Et l'Irak, évidemment, là, tu as beaucoup, beaucoup de barils de pétrole à cet endroit-là Tu as le gaz du Qatar, enfin, exactement. Et donc, bah, tu as une augmentation extrêmement importante du prix des fossiles, et cetera. Et on a eu, par exemple, l'IEA, les membres de l'IEA qui ont pourquoi la l'Agence internationale de l'énergie, qui ont dit qu'ils ont largué un tiers de leurs réserves. On a 3 mois c'est pas beaucoup, hein. On a 3 en surface, c'est-à-dire sortir du sol en réserve stratégique dans le monde, on a à peu près 3 mois de pétrole. mmh. On a lâché un tiers là, pour en fait que le prix ne porte pas jusqu'au ciel. Donc même avec les réserves Mais il y en a qui stratégiques, disent que c'est peut-être, un peu abusé. Pourquoi ils ont fait ça, hein? C'est peut-être trop tôt pour, libérer autant de réserves, j'en sais rien. Je sais pas. OK. Je sais pas. Ça, je n'ai aucune, je sais pas effectivement, ce que ça fait. Ah, parce que le but, c'est en gros, on a des réserves pour éviter que le prix flambe trop, on a des réserves pour, que le prix se Bah, là, en fait, c'est l'offre et la demande, ouais. effectivement. C'est-à-dire que tu as une raréfication de l'inflation, ça peut être aussi ton économie, elle se contracte, tac, 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 donc tu as moins de production et là, tu as le même rapport, tu vois? Je peux faire ça ou je peux faire ça.
ou je peux faire ça, tu vois? Mais c'est la même différence entre Oui, les 2. Donc effectivement, c'est pour un peu compenser, cette inflation-là, toujours c'est ce mécanisme-là. On serait décarboné, on aurait moins d'emmerdes, quoi. ouais, bien sûr, Ça, c'est c'est sûr. sûr. Mais effectivement, ah oui, ce qu'on peut expliquer pour le pétrole, c'est extrêmement important ça. Le prix du pétrole, c'est un très mauvais indicateur de trucs parce que le prix du pétrole, il fluctue tout le temps. Qu'est-ce qui se Le prix du pétrole, vu que tu as pas de substitution au prix du pétrole, si je multiplie, oui, voilà, si je multiplie par 4 ton prix à la pompe et que tu as besoin de ta voiture, tu vas payer 4 fois plus, tu Ouais. vois? Ou Attends, redis-moi? si tu as que ta voiture pour te déplacer, Oui, pour aller au boulot oui. et que je multiplie par 4 le prix de l'essence, tu as Mmh. 2 choix. Soit tu payes le fois 4, soit tu arrêtes de te déplacer. Oui, Donc en fait, tu vas pas acheter ta voiture électrique à illico oui. presto, quoi. C'est l'élasticité un Et peu. voilà, Oui, oui, c'est la question de l'élasticité prix. Tu as pas d'élasticité prix sur le pétrole. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a moins de pétrole dans l'économie, d'accord? Pour X ou Y raison. Au début, ça augmente le prix du pétrole, OK? Mais au moment où le prix du pétrole est trop haut, il va casser les activités mmh, économiques, tu vas plus à ton travail, ouais, l'industrie marche plus et donc là, en fait, tu détruis de la demande de pétrole et ouais, donc le prix du pétrole, il redescend, redescend ouais. et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins on a de pétrole dans l'économie, c'est pas forcément que le prix va augmenter, c'est la dérivée qui va augmenter, c'est-à-dire la variabilité. Plus moins on a de pétrole dans l'économie, plus ça va faire un grand yo-yo n'importe quoi et Ouais, ça, on OK. peut le voir, c'est trop marrant, hein, depuis les chocs pétroliers. Le prix du pétrole dans les chocs pétroliers, le 1er choc pétrolier, j'ai regardé ce chiffre-là, c'était incroyable, je crois, Mmh. mais je sais pas si c'est ça, mais on est à un truc comme ça. Le 1er choc pétrolier, on a un prix du baril qui était passé de 3 à 12 $. On avait fait un fois 4, mais 12 $, tu vois? Et en fait, Ouais, depuis j'avoue. depuis, il y a moins de pétrole, donc là, sur le graphe, on est plutôt à quelque chose comme, 10, voilà, mais en fait, on avait un prix stable qui valait rien et depuis Mmh. qu'on a eu le choc pétrolier, on a que des oscillations partout. Ouais. Des oscillations parce qu'il y a des destructions de demande, mais aussi parce qu'il y a des phénomènes géopolitiques importants qui se produisent. Et il y a un truc qui est aussi intéressant à regarder, notamment en 2000, la crise de 2008. Voilà, des crises de 2008, Mmh. c'est vraiment marrant. On a le prix du pétrole qui va à 120, qui va autour de 125 $, C'est énorme. 140 $ et qui redescend à 25, 40, et cetera. Tout ça en Et en 1 an. on va prendre des ordres de grandeur. Il va à 120 au max et il redescend à 40. Donc il a une division par 3 en quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du pétrole est un actif financier. C'est-à-dire que quand je suis un financier, je peux décider d'acheter du pétrole, mais de me le faire livrer dans 6 mois, au Mmh. prix d'aujourd'hui. Ouais. J'anticipe par exemple que le prix du pétrole va valoir plus cher dans 6 mois. Mmh. Aujourd'hui, il vaut 120, disons que dans 6 mois, il vaut 160. J'achète aujourd'hui à 120 pour me faire livrer dans 6 mois. Mmh. C'est ce qu'on appelle un collatéral ou un produit dérivé du pétrole. Quand tu as un baril de pétrole physique qui circule dans l'économie, tu as 30 barils fantômes qui circulent. Ces espèces de contrats à terme, parce que je me le vends dans 6 mois, Oui. mais ce titre-là de vente sur 6 mois, je peux vendre à mon pote après, tu vois? Et donc ça, c'est un baril Ah oui, OK, fantôme, d'accord. tu vois? OK, C'est-à-dire, ouais. OK, donc tu as un papier. Tu peux acheter soit le baril et je le fais livrer chez toi, Ouais. soit tu dis un papier, j'achète un papier qui me dit, «Je te livre un baril dans Ouais, un tu mois». as un bon pour un baril J'ai dedans un pour un bon mois. pour un baril OK. et juste au moment, c'est très simplifié, mais je peux changer l'adresse jusqu'à la dernière minute, donc je peux le revendre à mon Oui, oui. pote, OK. voilà, blablabla. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en 2008, vu qu'il y avait, toute la sphère financière qui était en train de se casser la gueule, lorsque ça va mal, les financiers achètent de l'or, du franc suisse, je sais pas pourquoi le franc suisse, et du pétrole. Parce que c'est des OK. valeurs stables. OK. OK? Quand mon portefeuille se casse la gueule, je prends des trucs qui vont moins se casser la gueule que les autres. Le pétrole, ça se cassera moins la gueule que les autres, Mmh. parce que les gens en ont besoin. Ouais. Ce qui fait qu'on avait un problème purement financier à la base, mais vu que tous les financiers, pour se protéger, se sont mis à acheter du pétrole, le prix du pétrole, il passait je crois de 80 à 120. Ah oui. D'accord? Et à un moment, bah, la crise est passée, ils ont été sauvés par nos sous, quoi. Mmh. Mais plus besoin de pétrole, j'allais pas me faire livrer du pétrole à 120 $ un mois. Je vends tout. Le OK. prix passe à 40. Ah ouais, donc Et donc, en fait, tu vois comment la financiarisation du mmh. pétrole est une caisse amplificatrice du bordel. OK, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu un truc qui a, heu, augmenté la résonance d'une crise grave. Et ce qui est très ennuyeux aujourd'hui, c'est que toutes les commodités, donc le blé, le grain, même parfois l'eau, c'est des actifs qui ont été financiarisés. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de très problématique quand on traite notamment de la question du risque climatique ou de l'adaptation, parce que tu peux avoir ce qu'on appelle, en économie, des chocs exogènes. Mmh. Donc,
je sais pas, une catastrophe qui fait que tu as -20, -30, -40% de production de grains, bah, la finance va amplifier ça. Elle va Ouais, te bien dire: sûr. «Oh là là, mais en fait, s'il y a plus de Ouais, il y grains, a ça va se casser la il va y gueule. avoir une Il y a un autre pénurie. truc, il va y avoir pénurie, ils vont acheter trop, donc moi j'en achète plein». Ouais, ouais. Tu vois? Et ça te crée une amplification malheureusement. Ouais, ça crée des comportements un peu moutonniers. Enfin, tu vois, c'est un peu, Ouais. je sais pas, enfin, du keynésianisme un peu, tu vois? Genre, tu sais, par rapport au marché financier, dès que ça augmente, on va acheter en masse, dès que ça descend, on va vendre en Ouais, masse. Enfin, ouais, tu vois, ouais. en fait, Ouais. ça amplifie tout. Le bon truc, c'est la caisse amplificatrice. Ouais. C'est une caisse Ouais, amplificatrice ouais. des emmerdes et ça pose plein de soucis OK. et il y a un article qui est très, très bien, hein, de l'IRIS, s de l'Observatoire défense climat de l'IRIS, qui parle de cette arsenalisation, instrumentalisation des matières premières dans les conflits géopolitiques. Mmh mh. Par exemple, la Russie en Ukraine a une diplomatie du grain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que vu que l'Ukraine, c'est un grand producteur de blé, Mmh. de grain, et bah, il y a eu une énorme tension sur le grain au moment de l'intervention russe en Ukraine. Mmh. Qu'ont fait les Russes? Pouf! Je vole le grain, tac, 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 et je le revends par exemple aux pays africains, par exemple l'Égypte, qui manquait de grain. En échange, tu votes bien à l'ONU, quand il faut parler de l'Ukraine, tu vois? Et OK. donc tu vois, il y a cette OK. instrumentalisation des vulnérabilités qui gère dans la géopolitique aussi, Mmh. tu vois? Et ça, c'est très, très important OK. à comprendre. C'est aussi ce que fait un peu la Chine, hein. La Chine, le prix du pétrole, c'est en train de taper à la gorge, énormément de pays, du sud global. Bah, la Chine se dit: «Moi, je t'aide, je te vends». Ils ont pas trop de pétrole évidemment, mais ils vont dire: «Bah, moi je t'accélère sur l'électrification, je te fais Ouais. des terminaux pour électrifier, je te fais des panneaux solaires, je te fais des Mmh. choses, quoi». Et ça, il faut bien comprendre que, le climat, c'est au cœur des stratégies géopolitiques des États, de la déplétion. C'est des gens qui travaillent, hein. Ouais, bien Des sûr. gens qui ont ces trucs-là et c'est juste qu'on n'en crie pas sur tous les toits et puis vu que les médias connaissent pas trop ce genre de sujet, ils font pas trop l'effort d'aller les voir, Mmh. bah, ça passe un peu sous les radars. Mais on a des organismes aussi en France qui travaillent très bien comme l'IRIS, qui permettent de voir ce genre de dynamique. Mmh. Et peut-être, pour une dernière partie, on a vu qu'avec ces conflits, avec toutes ces histoires, géopolitiques, qu'on était ultra dépendant des énergies fossiles Mmh mh. et que ça montre encore la voie qu'il faut se passer de ces énergies fossiles. Ça, c'est bon du point de vue du climat, mais c'est surtout du point de vue de la souveraineté et même du point de vue de la sécurité. Bah, c'est important aussi de se passer de ces énergies fossiles parce qu'on dépend énormément, bah, de Trump, de Poutine, de ce qui se passe même, dans d'autres pays, quoi. Ah oui, tant qu'on aura une économie qui dépendra d'un goulot de 40 kilomètres, notre prospérité, elle sera à la merci de n'importe quelle bombe qui Ouais, explose, hein. bien sûr. Vu qu'en fait, ces ressources-là, elles sont en course sur un accaparement, d'accord? Vu qu'elles sont en train d'être en déplétion. Quand tu as des ressources qui sont abondantes, tu peux te dire que la meilleure façon pour tous de les utiliser, c'est de se les partager. Mmh. C'est-à-dire de se les partager, qu'il y ait un marché pour les répartir, Mmh. d'accord? Qu'il y ait un marché pour gérer leur pénurie. Mais quand tu commences à avoir plus beaucoup de ces ressources-là, bah, en fait, la prime à l'acteur qui va dire: «Bah, je fais plus du marché, je prends ce que j'ai et je me casse», Mmh. bah, elle est plus importante. Même si ça amplifie la catastrophe pour tout le monde. Parce que Ouais. cet acteur qui va prendre, il va dire: «Ah mais en fait, c'est bon, je peux vous le revendre, mais je fais fois 3 du prix», tu vois? Mmh. Et donc en fait, il y a cette dynamique d'accaparement. C'est pour ça que c'est très problématique d'avoir ce qu'on a beaucoup eu, hein, dans les milieux climat, de se dire en fait, à force de catastrophes, les gens vont comprendre. Non, à force de catastrophes, en fait, les États, ils deviennent dépossédés et tu as des dynamiques d'accaparement de ces Ouais. éléments-là. Il y a un livre qui est hyper important, je le cite tout le temps, qui s'appelle, «Sur le capitalisme de la finitude» de l'historien Arnaud Horin. Il explique que le capitalisme, il a 2 phases en fait depuis qu'il existe. Il a une phase qu'on a connue nous, qui est la phase libérale, sur lequel on a une perception d'un monde infini, où on fait à peu près ce qu'on veut, Mmh. et cetera. On n'a pas de problème de ressources et il y a la phase malthusienne du capitalisme, c'est-à-dire où quand les ressources commencent à manquer et quand les ressources commencent à manquer, on a une arsenalisation. C'est-à-dire qu'on a en fait une militarisation de l'accès aux ressources et on détruit le marché. On accapare dans la pénurie. Mmh. C'est ça le capitalisme de la finitude. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que, on joue plus les règles du libre-échange, du libre marché et cetera. On est dans la stratégie du smash and grab. Je sécurise mes ressources au plus vite et l'idée c'est quoi? C'est si au lieu de coopérer avec, au lieu de coopérer avec mon concurrent, par exemple chez les États-Unis, au lieu de coopérer avec la Mmh. Chine pour se dire: «On fait tous les 2 moins d'énergie fossile, on va s'en sortir». Ouais. Je dis que je coopère, mais en fait, je prends le plus de pétrole pour moi et en fait, je sais qu'on va prendre de l'effondrement dans la tête. D'accord? Mmh.
Mais si j'ai plus de pétrole que mon concurrent, il va se casser la gueule avant moi. Mmh. Et s'il va se casser la gueule avec moi, c'est comme dans les jeux vidéo. Je loot tout ce qu'il a après, tu vois? Je récupère, Ouais. tout ce qui est tombé par terre en termes d'industrie et de choses comme ça. Et il y a vraiment cette course-là, hein, qui est menée actuellement. Il y avait même un article, tu vois? Une citation de l'article de Bon Pote qui avait écrit sur la situation au Venezuela, tu vois? Ouais. Et que j'aime bien, je vais la relire, C'est un c'est très bon travail en ce moment, mon pote. ouais, putain, C'est c'est vrai que vraiment je sais bien. pas comment il fait Il pour, fait vraiment c'est vraiment très, très bien, ouais. En effet, le système capitaliste repose sur l'exploitation de la nature et le vol des ressources d'autres pays. Nous avons 200 ans d'histoire pour le démontrer et la situation actuelle au Venezuela ne fait pas et ne fera pas exception. Est-ce que l'attaque de Trump au Venezuela vise uniquement le pétrole? Probablement pas. En revanche, Trump affirme sans équivoque un souhait de contrôle des ressources et les prochaines cibles évoquées. Et là, il met en plus, c'était avant l'attaque en Iran et tout. Cuba, Iran, Groenland prennent désormais les menaces au sérieux. Donc, Mmh. tu vois, il montre que 200 ans d'histoire, en fait, bah, c'est pas juste on va coopérer dans le monde des bisounours, c'est le premier qui. Enfin, c'est vraiment de la. Faut faire gaffe avec les généralisations, hein. Là, dans la phase capitalisme de la finitude, dans la phase mercantile du capitalisme, cette citation est vraie. Dans la phase libérale, c'est moins vrai. Mmh. Dans la phase libérale, en fait, vu qu'on a à peu près une abondance relative des ressources, Mmh. c'est mieux de les organiser par le marché parce qu'en fait, si tu veux, il y a une métaphore qui est bien. La métaphore qui est bien, c'est, on va dire, on est tous les 2, on est 5, autour de la table et on veut faire un gâteau, d'accord? Le gâteau au chocolat. Donc il y a quelqu'un, toi, tu vas aller chercher le chocolat, moi, je vais aller chercher la farine et une autre personne, elle va aller chercher le lait et cetera, d'autres le beurre et cetera. Tant qu'on a toutes ces ressources-là, en fait, si je veux manger le plus de gâteaux au chocolat, vaut mieux qu'on se divise le travail Mmh. comme ça on sera plus productif pour faire des gâteaux au chocolat. Ouais. C'est mieux ça plutôt que moi je vais chercher les 5 Oui, bien sûr, ingrédients la et je division du fais mon travail. gâteau et je le mange. Je fais la division du travail, OK? OK. Mais par contre et donc là la meilleure en fait, mais c'est pas parce que je suis gentil, c'est juste que j'ai envie de manger le plus de Oui, gâteaux au oui, oui. chocolat possible. Bah, la meilleure façon, c'est qu'on soit plein de faire du gâteau au Mmh. chocolat. Si par exemple, maintenant, il y a une pénurie de farine et que les gens le savent pas au début ou mais en fait, qu'est-ce que j'ai à faire? En fait, si moi je sais qu'il y a une pénurie de farine et que je dois aller chercher la farine, bah, en fait, si je peux coopérer en disant: «Bah, on va faire un peu moins de gâteau au chocolat parce qu'il y a pas de farine» ou bien je peux me dire: «En fait, on fait du gâteau au chocolat toute la journée, il y en a plein dans la réserve. Pendant qu'ils vont aller chercher le chocolat, toi, le beurre et trucs, moi, je vais juste aller me voler les gâteaux au chocolat dans la réserve et je vais me casser». Tu vois? C'est vraiment ce truc-là Mmh. et c'est ça, ce calcul-là et donc ça, c'est la phase Rosa Luxembourg du capitalisme, si tu veux. Rosa Luxembourg, c'était une théoricienne économiste allemande Mmh. qui disait qui a cette, citation célèbre, qui disait que l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. Ça veut dire qu'en fait, quand le capitalisme n'arrive dans sa version libérale, de coopération marchande, on va dire, n'arrive plus à le faire comme ça, bah, la seule façon pour lui de continuer à faire du profit, c'est de marchandiser des zones qui ne se marchandisaient pas. Donc tu peux marchandiser des services publics, tu peux marchandiser une partie d'autres champs du monde, tu vois? Qui ne marchaient pas, des communautés autochtones, Mmh. des endroits c'est vraiment une extension géographique. Ça s'appelle aussi ce que l'économiste non, il est géographe. David Harvey explique, c'est le spatial fix, c'est-à-dire la résolution de la contradiction, spatiale. Je n'arrive plus à faire tant de profit sur ce territoire-là, je vais augmenter mon taux de profit en délocalisant une partie de mon activité sur le territoire parce que le coût du travail est moins important, parce qu'il y a des nouvelles ressources à exploiter, parce que. La façon de bien comprendre, hein, le système économique dans lequel on est, c'est vraiment le vélo, en Mmh. fait. Le vélo, si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes, d'accord? Le système économique, c'est même pas du vélo, c'est du vélo sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, si je m'arrête, je repars en arrière et je me casse la gueule. Il faut toujours que je pédale un tout petit peu plus vite, que je fasse du taux de croissance parce que tout mon modèle économique, mes modèles sociaux, Ouais. les ça dépend de ce modèle qui est basé sur la croissance. Mmh. Je crée des devises supplémentaires pour faire ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire: «Mais en fait, peut-être que j'aime beaucoup le gâteau au chocolat. J'ai été rendu accro au gâteau au chocolat. Peut-être que je peux bouffer autre chose maintenant qu'il y a plus de farine», tu vois? Et donc l'idée, c'est peut-être qu'on pourrait se mettre ensemble pour faire un truc où on a un peu plus d'abondance, du style une salade de fruits et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire et ça, je reviens un peu à la notion de performance et de robustesse d'Olivier Hamon. L'idée, c'est quoi? C'est que si tu veux faire toujours plus de gâteaux au chocolat, tu es toujours obligé d'être hyper performant. Parce que si tu te partages les ressources dans une économie libérale, bah, le but pour gagner dans l'économie libérale, c'est d'être plus
performant que les autres. Pour être plus performant que les autres, je dois hyper uniformiser mon business model, je dois m'hyper spécialiser, je dois super bien aller acheter du chocolat, le meilleur chocolat pour le moins cher, j'ai fait mon travail, je fais une benchmark, ça c'est le meilleur supermarché, blablabla. Mais je dois faire que ça. Je dois être full focus à acheter mes carrés de chocolat. Je dois être rapide aussi, c'est-à-dire que je dois aller chercher le plus vite possible mon chocolat au marché et je dois être hiérarchique, c'est-à-dire que je dois avoir une organisation uniquement faite pour aller chercher mon gâteau au chocolat. Donc en fait, je ne réfléchis qu'au gâteau au chocolat. J'ai ChatGPT qui me dit: «Ah là, le chocolat, le cacao, il est moins fort, faut que tu fasses des stocks, machin, chouette». Tu vois que c'est quand même un peu abrutissant comme activité, mais passons, hein, c'est pas le problème, ou pas le problème numéro un. Mais tu vois que si tu fais ça, tu crées des vulnérabilités. Parce que disons qu'au moment où il y a plus de chocolat ou qu'il y a plus de farine pour cuisiner ton gâteau, bah, Olivier Hamon dit: «Quand le monde devient fluctuant, bah, tu sais faire que du gâteau au Ouais, chocolat». bien sûr. C'est exactement ce qu'on a fait avec toutes nos économies. Si tu ne sais faire que des castagnettes, bah, ça se trouve ton économie va te demander des castagnettes et en fait, en vendant le plus de castagnettes possible, je vais pouvoir réapporter tout ce que j'ai besoin, comme le Sud global, ma bouffe, mon truc. Mais si j'ai une économie qui est plus libérale où je commençais à apprendre, bah, là, en fait, je vais être dans des espèces de monopoles mafieux où celui qui aura accaparé toute la chose va me le revendre au prix où il veut. Et donc, en fait, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est de bifurquer d'une forme de culte de la performance à un culte de la robustesse. La robustesse, c'est rester stable malgré les fluctuations. Le vivant marche par la robustesse. Et donc ne plus dépendre des énergies fossiles. Il y a ne plus dépendre des énergies fossiles, mais il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? C'est-à-dire ne pas uniquement être sur des hyperspécialisations économiques. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait une économie qui relocalise une partie de ses activités sur son sol. Il va falloir qu'on ait des économies qui sont beaucoup plus ancrées sur une chose, c'est-à-dire répondre aux besoins concrets des gens. Aujourd'hui, on ne répond pas aux besoins concrets des gens, on répond aux besoins concrets de plus-value de notre économie, aux besoins concrets de croissance, aux besoins concrets Ouais, parce que de notre seule boussole économique, c'est de dire, faut que ça fasse plus de PIB, plus de croissance et c'est pas dire ouais. on répond à plus de besoins. Toujours le traduire comme ça ou tu peux dire simplement, de façon un peu plus radicale, tu as une économie qui est organisée pour maximiser la plus-value de tes entreprises, les plus-values de tes entreprises capitalistes. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'idée que dans le libre-échange, la puissance de mon pays, c'est la puissance de ces entreprises. Pour que ces entreprises soient puissantes, il faut qu'elles fassent plus de profit, de valeur ajoutée que les autres. Si elles doivent faire plus de profit et de valeur ajoutée que les autres, bah, soit, tout le monde joue dans une concurrence parfaite et donc personne subventionne ces entreprises et c'est la qui gagne. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La Chine sursubventionne ses entreprises, les États-Unis sursubventionnent leurs entreprises. Et qu'en Europe, on fait pas. Si, on le fait, mais bien sûr que si qu'on le fait. On le fait? Mais bien sûr Bah, que sur oui. quoi? Genre, là, en France, on balance 211 milliards d'argent Ah oui, public pour les dans les oui, dégrèvements d'impôts. oui. Sauf qu'en fait, tu vois, à la limite, quand tu es la Chine ou quand tu es les États-Unis, tu as tellement de sous, tellement de devises, tellement de modèles. Donc, les devises pour les États-Unis, c'est le pétrodollar, etc. La Chine, c'est tous leurs excédents commerciaux parce qu'ils produisent tout. Ils peuvent le faire. Sauf que l'Europe ne peut pas faire. Tu vas jamais pouvoir dégréver d'impôts une entreprise européenne qui fait des panneaux solaires contre les panneaux solaires chinois. C'est pas possible. Donc en fait, il faut que tu inventes un autre modèle parce que tu es une puissance de moyenne impuissance. Ouais, Tu oui. pas une des top puissances mondiales. Tu peux pas imprimer tous Comment les on fait alors? que tu veux. Et bah, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des économies qui sont basées sur de la robustesse. C'est-à-dire, tu te dis quoi? Tu te dis: «Mais mon peuple, ma population a des besoins concrets» et il y a des besoins concrets qui vont être arbitré, par la polycrise, d'accord? Donc j'ai des besoins concrets de faire l'adaptation de mes villes, de les désimperméabiliser, de faire de l'hydrologie régénérative dans mon agriculture. J'ai des besoins concrets de réparer plein de logements qui sont en train de craquer à cause du retrait-gonflement des argiles et cetera et cetera et cetera. Pour moi, dans une situation similaire à 1945. 1945, on avait le pays qui était détruit. Or, avant 1945, on était dans des économies super libérales. C'est-à-dire l'État fait le minimum de trucs, hors zone de guerre, et voilà. Et le marché marche tout seul. Sauf qu'en 45, il y a tout qui est cassé. Donc en fait, le marché n'arrive même plus à faire de profit lui-même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit l'État, bah, c'est l'État qui va prendre à sa charge la reconstruction économique. Et il va faire ce qu'on appelle la planification. D'accord? La planification, c'est un concept français, enfin C'est français. sous De Gaulle, enfin, Alors De après Gaulle grand. et les communistes, il y a eu le Conseil national de la résistance, mais oui, De Gaulle va prendre ça effectivement, hein. À cette époque-là, si tu veux, politiquement, il y a 3 bouts, il y a 3 grands bouts. Il y a le bout communiste qui est extrêmement puissant. Il y a le bout au milieu
un peu libéral, qui va gagner le pouvoir après De Gaulle sur la 4ème République, qui va perdre ce pouvoir-là après la guerre d'Algérie, qui a une espèce de pouvoir très pro-américain, très pro-européen, Mmh. très ce qu'on a aujourd'hui en fait, Ouais. il se comprend bien. Et à côté, tu as les gaullistes qui sont très anti-européens, d'accord, qui sont OK. assez peu parce qu'ils ont peur de le réarmement de l'Allemagne, qui sont pas super libéraux, ils sont pas super fans Ouais, et ils sont très anti-américains aussi. OK. Tu vois? Donc ils sont pas du tout en mode, «On va faire le libre marché avec les États-Unis» parce que Souverainiste quoi, c'est les en États-Unis, gros. voilà, très souverainiste, un peu, si on a une caractérisation qu'on peut, même si Un peu compliqué. c'est un peu anachronique, mais Oui. c'est un peu ça, ouais. Et donc les 2, les communistes et les gaullistes vont se mettre d'accord sur un plan de planification parce que les communistes sont très pour Ouais, bien planification, sûr. ils sont pour sortir de l'économie de marché donc Mmh. que l'État prenne des chantiers, c'est OK. Mais les gaullistes sont aussi pour ça parce que là, les gaullistes sont dans l'idée: «Je vais je vais me doter d'infrastructures qui me permettront à mes entreprises d'être les plus puissantes Ouais, possibles ouais. et rester dans le marché français. J'ai pas besoin d'aller Oui, oui. vendre des 1000 et des cents et cetera». Et c'est hyper passionnant la façon dont on a, reconstruit la France après 45. Quand on a reconstruit la France après 45, bah, il y a la sécurité sociale, mais j'en avais déjà parlé l'autre fois, mais il y a aussi, ce qu'on appelle le circuit du trésor. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on veut financer des trucs. Mmh mh. OK? Aujourd'hui en France, si tu veux financer un projet, Oui. tu vas voir une banque. Ouais. La banque te dit oui ou non. Ouais. D'accord? La banque te dit oui ou non selon est-ce que ton projet va être rentable, est-ce que tu vas pouvoir la rembourser. D'accord? C'est le seul critère qui est intéressant. Et ben, en 45, c'était pas ça. En 45, les banques, elles étaient imposées, elles avaient des taux de crédit imposés par type de projet. Il y avait les projets du plan, OK. d'accord? Où tu avais des taux de crédit un peu moins importants. OK? Et en fait, tu avais un contrôle du crédit en France. Ça, C'est-à-dire que je tu savais pas. pouvais gérer, si c'était dans ton plan, les banques finançaient ou la puissance publique finançait. Ouais. Elle finançait Avec taux d'intérêt qui étaient plutôt a attractifs? avec tes d'autres bah, exactement, Oui. tu voulais faire des trucs qui servaient. Oui, Tu OK. avais un contrôle des crédits aussi, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un énorme problème, moi ça me saoule, beaucoup ça, c'est qu'on a énormément de capital qui est éclaté, qui disparaît en fumée sur de la valorisation de start-up et de choses comme ça, tu vois? Alors qu'en 45, en tout cas sur l'économie, la reconstruction du pays qui va jusqu'à, on va dire, 73, les chocs pétroliers, parce qu'après on passe dans la phase néolibérale où on remet l'État, au service, pur et simple Du marché. du marché. Avant, on a vraiment un État qui planifie, c'est-à-dire qui oriente les crédits, qui Mmh. dit: ça c'est un projet qui va participer au plan, je le mets, je le finance. Un autre, je fais pas ça, et cetera. Ouais. Il y a Et donner des priorités à des secteurs économiques spéciaux. Voilà. Et tu sais que ce qui est hyper rigolo, c'est qu'on avait dit que la sécurité sociale, c'était un service public non étatique quand ça naissait, c'est-à-dire que c'était autogéré par les travailleurs eux-mêmes. Ouais. Et ben, il y a un truc qui est incroyable, il y a un truc qui s'appelle les parlements du crédit. C'est-à-dire tu avais des mini parlements, en fait, où les gens arbitraient au avec des hauts fonctionnaires, des agents de la Banque de OK. France, des chefs d'entreprise, Mmh. des travailleurs, des agriculteurs qui décidaient en fait: «Ah bah, ce projet-là, tel taux de crédit» et cetera, et ils rediscutaient ça de Ah façon OK. démocratique. Ouais, je savais pas du tout Ça, qu'il y c'est avait vraiment intéressant, hein, comme mécanisme, de ce qu'on avait en post 45. Il y a aussi ce qu'on a fait sur l'énergie. mmh. L'énergie, l'énergie, c'est plutôt les communistes qui l'ont pris, que les gaullistes. Les le circuit du trésor, c'était plutôt hauts fonctionnaires, Banque de France, assez gaullistes et cetera. C'était les technocrates de la finance en OK. France qui sont toujours été la Banque de France avec beaucoup d'expertise, des gens qui travaillaient vraiment Mmh. beaucoup, beaucoup. On a eu ensuite notre, énergie. Énergie, c'était plutôt Marcel Paul, d'accord? Marcel Paul, qu'est-ce qu'il fait? En 45, il va nationaliser toute parce que le secteur de l'énergie était privé, tu avais plein de petites centrales d'énergie qui vendaient leurs trucs à leur prix, ils nationalisent tout. On Mmh. reprend tout et on fait 2 énormes entreprises, Ouais. EDF, GDF. Voilà, Point. point. Et comment on fait? Il va doter, c'est les travailleurs d'EDF et de GDF des meilleurs statuts sociaux, les statuts énergie, gaz, et cetera. Ouais. Il y a les mêmes statuts de la métallurgie qui sont aussi très bons. Et il va du coup emmener avec des commissariats aussi, même chose que les parlements du crédit, des agences qui vont se dire: «Eh ben, l'objectif, c'est d'électriser toute la France». L'objectif, c'est que l'électricité arrive dans les campagnes. C'était pas rentable d'arriver dans les campagnes parce que donc le privé n'allait pas Ah bah financer oui, bien sûr. le fait que tu arrives dans Ouais. les campagnes. Donc on dit, bah, pour l'intérêt de la France, on va
électrifier la France. Ouais. Et donc, après, viennent les gaullistes sur le programme nucléaire avec Pompidou, etc., etc. Mais l'idée, c'est ça. Et en fait, on va avoir l'État qui va, du coup, avoir une partie aussi d'impression monétaire. Donc ça, le crédit, c'était pour le secteur privé en particulier, mais qui va aussi subventionner une partie, de faire de la création monétaire, en fait, pour générer ces gros investissements. Et donc, on va faire le parc nucléaire. Il y a aussi, dans le Parlement du crédit, une espèce d'énorme pot commun. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les collectivités, l'État, les agences de l'État qui financent, en fait, tous, leurs dettes, enfin leurs réserves dans un même pot commun, ce qui veut dire que chacun peut piocher dans ce truc. On OK. mutualise, en fait, les moyens d'investissement Mmh. partout et l'État contrôle effectivement ce que tu fais, mais tu as aussi un mécanisme super intéressant, c'est que les banques étaient forcées de prêter à l'État au taux où l'État le voulait. D'accord? Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, Ouais. notre dette, elle dépend du marché financier. On emprunte à Et 3-2. ça, tu penses réellement que c'est possible, qu'on pourrait remettre ça en place? Enfin, Wouah, c'est des vraiment ultra mondialisé ou ah bah, c'est sûr que c'est pas des sujets évidents, mais en tout cas, moi, ce que je te dis, c'est que ça a déjà existé et oui, que oui. ça marchait pas trop mal, hein, quand Oui, même. oui. Et parce qu'en fait, tu avais des capacités de planification. Par exemple, moi, je pense qu'un truc beaucoup plus simple, c'est-à-dire avoir une espèce de contrôle du crédit où on se dit que les banques, bah, c'est ce qu'on avait un peu fait avec la CSRD, hein. On se disait que C'est on quoi? est C'est avec le Green Deal européen, on disait CSRD, c'était, pour les entreprises, en fait, on allait, voir à quel point elles étaient vertes, en fait, mmh. et si elles étaient vertes, elles allaient avoir plus facilement accès, à des crédits ou à de l'emprunt sur les marchés financiers, et cetera. Donc ça, tu vois, c'est déjà pas des trucs, Mmh. invraisemblables. Mais effectivement, les traités européens nous empêchent aujourd'hui d'avoir de Ah, l'impression monétaire ou des choses comme ça. Mais ça, c'est un sujet très, très vaste, hein. Il faut refaire une émission là-dessus, hein, si tu veux savoir oui, comment bah, on oui, finance tout ça. absolument. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est des choses qui ont existé. Et par exemple, là, sur l'énergie, on a du coup refait toutes les infrastructures énergétiques. Et aussi, ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'on s'est dit, bah, en fait, il y a aussi un autre élément qui est hyper important pour l'émancipation humaine. Donc ça, c'est plutôt le Mmh. côté communiste, ou pour préparer à des nouveaux marchés de travail, c'est l'éducation. Donc on a investi à fond sur l'éducation, sur la santé. Et en fait, on s'est dit que la meilleure façon de faire marcher l'économie à cette époque, c'est par un compromis social. Un compromis avec des activités qui restent marchandes, qui ont pour but de faire du profit, mais des activités qui n'ont pas pour but de faire du profit. Et le fait que ces activités soient organisées en commun par la collectivité, par les puissances publiques, ça profite en fait in fine au marché, aux Mmh. capitalistes, de cette époque-là, tu vois? Et donc c'est ce qu'on appelle un compromis social. Ce compromis social, il a été dynamité au moment après les chocs pétroliers, parce que ça a été permis dans une économie où tu avais je donne un gros ordre de grandeur, mais c'est ça, on avait 10 de plus de pétrole dans l'économie chaque année presque, hein. Ah C'était ouais. en Oui, donc fait, on c'est était ouais, en c'est en pleine hyper-abondance expansion. énergétique, donc on avait aucune contrainte physique aussi quand on faisait ça. Ouais, mais du coup, est-ce Et au moment du choc pétrolier, là, on a la contrainte physique qui nous tombe ouais, du dessus. coup, là, actuellement, on pourrait pas le refaire, du coup, si on est en monde de contraction physique, enfin, avec moins de pétrole Ah ou de bah, gaz. alors moi, je suis persuadé qu'on peut refaire encore énormément de Ah ouais? planification écologique. Mmh. On n'est pas obligé d'effectivement, ça sera moins facile effectivement, mais on peut très bien décider demain matin que, bah, on va, commencer à financer de façon un peu différente, la rénovation des routes, et cetera. Il y a la question de la tarification des impôts, notamment le fait que de taxer les actifs, pas les actifs, mais les actifs physiques, immatériels, ceux qui rendent les plus riches insolvables, d'accord? En Ah, fait, tu parles les de taxes taxe Zuckman, Zuckman et des choses en comme gros, ça, ouais. imposer le patrimoine des C'est très ça, ouais. Parce qu'en fait, c'est comme ça, l'argent, il est plus disponible parce qu'il est mis dans du oui, bien sûr, patrimoine avec des ouais. bénéfices non réalisés, et Dans des après holdings où l'argent, sort pas, enfin, tu vois? voilà, c'est ça le but. Et là, déjà, comme ça, tu peux récupérer énormément de sous, en fait, Mais est-ce que les gens vont pas partir aussi, tu ah, bah, ça, c'est un autre sujet. Bah, en fait, c'est pas mal c'est parti pour te dire un truc, assez simple. Parce qu'en fait, si tu dis en gros, je vais te c'est un peu long, ouais, cette histoire-là, mais on va le faire comme c'est parce que vu que tu poses la après, question. en vrai, de toute façon, Non, non, on va l'expliquer ce truc-là parce que c'est assez important. Je Disons que tu trouves, 3 000 € sous ton paillasson tous les matins. ouais. Ce matin-là, tu as trouvé 3 000 €. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 3 000 €? A priori, tu vas les dépenser à un moment dans ta vie. Dans ta vie, tu dépenseras ces 3 000 €. Tu vas acheter, je sais pas, du nouveau setup pour ton Mmh. podcast, tu vas partir en vacances, voilà, tu vas aller manger au restaurant très bien pendant plusieurs jours. Bref, tu vas dépenser cet argent. Cet argent, il va revenir dans l'économie réelle. OK? Disons maintenant que tu as 3 000 € sous ton,
sur ton paillasson tous les jours. Il y a des gens qui ont 3 000 € sur leur paillasson tous les jours. C'est des gens qui ont des capitaux, qui ont un capital, je crois que le chiffre c'est, alors, je fais le calcul de coin de table, mais au pire il y a un 0 en plus, mais sinon c'est pas grave. Si tu as un patrimoine d'environ 20 millions d'euros, aujourd'hui le rendement du patrimoine, c'est 5 du patrimoine que tu détiens. Ça veut dire quoi? C'est même pas plus, c'est même pas 8, non? Alors moi, je le fais avec 5 le OK. calcul, mais je crois que c'est 7 ou 8, ouais, Ouais. le bon chiffre. J'avais vu ça dans une vidéo de Stupid Economics. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as des revenus passifs sur ton patrimoine. Disons que tu es multipropriétaire, que tu as 5 logements, bah, tu les loues et donc chaque mois, tu as, je sais pas, tes logements, ils vaut chacun 1 million, donc tu as 5 millions de patrimoine et dans ces 5 millions de patrimoine, chacun a un loyer de, je sais pas moi, 1 500 et donc chaque mois, tu as de l'argent qui te tombe dessus. Plus tu as un patrimoine important, plus tu as des revenus passifs de ton patrimoine qui sont importants. Si tu as 20 millions d'euros de patrimoine, tu as à peu près 3 000 € par jour qui te tombent dans ton sans que tu fasses rien, d'accord? Ces 3 000 € par jour, qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, en fait, 3 000 € par jour, ça fait à peu près 100 000 € par mois. Si tu veux vivre comme la reine d'Angleterre, tu peux essayer. Donc tu peux essayer de dormir dans un hôtel 5 étoiles tous les jours, tu peux essayer de bouffer, du saumon aux truffes, tous les jours et cetera et cetera et cetera. Tu peux vraiment essayer de tout dépenser. Le truc le plus probable, c'est que tu vas peut-être pas réussir à dépenser 100 000 € en un mois, quoi. Bon, moi, je sais pas, c'est peut-être que vous y arrivez à la maison, mais bravo. Ouais. Mais bon, 100 000 € par mois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à la fin, on va dire qu'il t'en reste 50 000 à la fin du mois, d'accord? D'argent que t'as pas dépensé. Toi, ton salaire, mon salaire, on le dépense à peu près intégralement Oui, en oui. consommation, où on a 200 € peut-être qui restent comme ça, ok. Bah, en fait, ces 50 000 € là qui nous restent à la fin du mois, hop, ils vont aller partir grossir le patrimoine. C'est-à-dire que ces 50 000 €, comme on a dit tout à l'heure, avec les bons du trésor, on les garde pas en cash. On va les acheter, on va utiliser cet argent pour acheter des actifs. Les immobiliser, quoi. Voilà, on va l'immobiliser. On va l'immobiliser dans quoi? On va l'immobiliser dans, de l'immobilier, hein. Mmh. Mmh. On va l'immobiliser Des actions dans des les actions, dans des obligations, bref. OK? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une économie à très fort niveau d'inégalité, on a de plus en plus d'argent qui est généré de façon passive. Cet argent ne sait pas où s'investir. Cet argent va s'investir, du coup, dans une économie où le rendement du patrimoine est à peu près à 5 on a dit 7-8 si tu veux. Et si on a un taux de croissance de l'économie qui est que de 1 l'économie elle grossit que de 1, les 7 ils vont se réinvestir où? Les 7 ils vont cannibaliser des actifs. Les actifs qui vont cannibaliser, c'est les actifs où tu vas avoir une inflation pas possible. L'immobilier, par exemple. L'immobilier, il est aussi cher aujourd'hui parce que, en fait, on a des économies à très fort niveau d'inégalité et avec des gens qui ne peuvent plus investir leur patrimoine dans des choses productives, dans des nouvelles activités économiques et donc ils finissent par cannibaliser les actifs des autres. Et donc la richesse de ces gens-là, des multimillionnaires, voire des milliardaires, c'est en fait un ensemble d'actifs qui leur rapportent des rentes. Mais ces actifs qui leur rapportent des rentes, bah, qui génère leur revenu à eux? C'est nous. Mmh. Tu payes le loyer, Bien sûr, ouais. eux, c'est un actif à quelqu'un. Donc ça va arriver dans la poche de ce gars-là qui a l'actif. Tu vas à la grande distribution, tu vas faire tes courses, et bah, c'est les actionnaires de l'agroalimentaire qui vont récupérer une partie du bénéfice ou de l'actif. Oui. C'est exactement la même chose. Ouais. Et donc, en fait, tu vois, toutes tes consommations, elles finissent par remonter vers eux. OK? Remonter vers ceux qui détiennent les actifs. Ouais. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, bah, ces actifs-là, ils provoquent plus on a une économie à fort niveau d'inégalité, plus on a d'inégalité. C'est un truc mécanique. Oui, ça s'auto-entretient. Ça s'auto-entretient et ça va très, 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 très vite. D'accord? Et de fil en aiguille, en fait, tu as effectivement un appauvrissement, du coup, des classes populaires d'abord, puis des classes moyennes. Les classes moyennes, elles ont une propriété. Oui, Donc, bien les sûr. classes moyennes, elles voient, par exemple, le prix de leur maison augmenter un petit peu. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens très, très riches qui ont les capacités de faire x2, x3 sur le prix là. Donc, elles se disent: «Mais c'est trop bien, je suis en train de m'enrichir». Sauf que non, en fait. C'est la maison quantique. Tu vois, ta maison, elle est peut-être passée de 500 000 à 1 million d'euros Ouais. et ta profit, elle est réalisée. Il faut que tu ouvres ta boîte pour voir si le chat, il est mort ou il est pas là. C'est le chat de Schrödinger, tu vois. Mais tant que t'as pas vendu ta maison, Oui.
et tu pas fait ta plus-value. Ouais. Or, si tu vends ta maison à 1 000 000, Oui. est-ce que tes enfants vont pouvoir acheter la maison à 1 000 000? Parce que dans l'entretemps, les salaires, ils ont stagné, Mmh. tu vois? Et donc tu as vraiment des actifs qui montent jusqu'au ciel Ouais. et des salaires qui, eux, stagnent. Or, on a parlé de l'immobilier ou des choses comme ça. Mais plus le capital est important pour une entreprise, plus on a un fort niveau d'inégalité, plus en fait le capital va commencer à s'investir n'importe où. Parce qu'à un moment, il y a plus de maisons à acheter presque. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je vais acheter des terres agricoles. Qu'est-ce que je fais? Je vais acheter des cliniques privées. Qu'est-ce que je fais? Ta 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 ta. Et en fait, ce qui va se produire à ce moment-là, c'est qu'en fait, tu vas aussi avoir un appauvrissement de l'État par ce biais-là. Mmh. Pourquoi tu as un appauvrissement de l'État? Parce qu'en fait, à chaque catastrophe qui lui tombe dessus, l'État, il doit augmenter sa dette pour intervenir. Or, la dette de l'État, qui la détient? Bah, c'est en France? Mmh, Je crois que c'est l'Europe, non? non, c'est des Les particuliers? c'est des particuliers. Et donc plus tu as un volume de dette important de l'État, Mmh. plus tu as des actifs en plus, en fait. Tu vois? Dans l'économie, la dette, elle est toujours la somme des créances de tout le monde est Oui. toujours nulle, tu vois? Tu as des excès, Oui, oui, oui. tu as des excédents. Oui. Si je te prête 100 000 €, J'ai une dette, tu as une créance. j'ai une dette, voilà, mais Ouais. c'est tout. Oui, OK. Mais en fait, du coup, tout l'argent de l'État, il est où? Eh ben, il y a des gens qui le possèdent Oui, bah, oui, sous oui. forme Bien sûr. d'actifs. Et en fait, plus l'État a une dette importante, Plus plus la créance de plus il va devoir pour rembourser cette dette, il va faire de l'austérité budgétaire. mmh. L'austérité budgétaire, c'est vendre des actifs, là, pas financiers, mais physiques, les privatiser et les remettre dans la course des actifs des Ouais. inégalités. Et donc tu vois qu'en fait, dans ces étapes de mécanique, plus tu as de fortes inégalités, plus tu as des gens qui accumulent ces actifs-là. Et donc je finis après ce truc-là, tu disais: «Ils vont partir». Oui, tout ça pour dire, Mais la oui, question c'était mais en fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils lâchent une partie de ses actifs. oui. Si on taxe sur l'immobilier et qu'ils disent: «Mais je me casse de France», bah, très bien, tu laisses la maison du coup, tu vois? Ouais, mais Ce que je veux dire, tu la vends, tu la remets sur le marché. Tu la remets sur le marché, un autre tu en fait, en gros, notre objectif, c'est qu'il lâche ses actifs, c'est oui, qu'on ait oui. une redistribution de ces actifs-là. Ouais, mais il faudrait bien que quelqu'un rachète, Ben, tu vas faire baisser les prix, s'il y a beaucoup, oui, beaucoup de ventes et tout, sur les prix de l'immobilier et cetera. Mais donc l'idée, c'est effectivement quand Zuckman parce que c'est ce que Zuckman explique, hein, ma situation, c'est pas beaucoup plus compliqué que oui. ça. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, la richesse, elle est pas détenue par les revenus effectivement réalisés, par le travail, parce qu'en fait, c'est les rentes, Mmh. elle est réalisée par la possession Bien d'actifs. sûr, ouais, ouais. Et disons que si tu taxes un bout de la rente qui arrive, bah, si tu veux, mais en fait, il a toujours Oui, l'actif, bah, oui, donc oui. c'est permanent. Donc il va falloir qu'on récupère des actifs comme ça. Ouais, parce que Donc la récupération des actifs, tu peux décider du coup de lui demander de vendre des actifs pour payer ses impôts. Dans ce cadre-là, c'est tout bonus parce que tu augmentes tes revenus fiscaux, hein, et de 2, il a lâché un actif. Donc l'actif, il revient dans un phénomène de marché un peu normal et si tu te débrouilles bien, il va pas être acheté par un autre, truc, mmh, l'objectif, c'est qu'il y ait une partie des actifs qui soit lâchée. oui, Si on arrive à lâcher une partie de ces actifs-là, on peut, augmenter les revenus fiscaux et on peut se redonner des capacités de planification et on peut se redonner aussi un agenda de mise en sécurité sociale. Par exemple, sur le logement, d'accord? Tu pourrais, par exemple, tous les logements qu'ils lâcheraient, ouais, tu pourrais les garder dans une espèce, les faire sous des formes de logements sociaux. mmh, Voilà, pourquoi ce serait pas Action Logement, par exemple, qui récupérerait ça, donc ou n'importe quel bailleur ou un bailleur social pour se dire: «Bah, ça, je le fais, mais je le remets en location, mais à un loyer modéré et entre les 2 je fais la rénovation thermique du bâtiment», ouais. par exemple, tu vois? Et donc cet enjeu des actifs, de lâcher les actifs, elle est quand même hyper importante. Et oui, ce débat, il est un peu fatigant avec, oui, ils vont s'en aller et cetera. Tu peux il y a plein d'arguments de façon à répondre. Zuckman répond souvent à ça qu'en fait non, ça se voit même pas, ils s'en vont pas et cetera. Bah, ce qui est en fait un peu logique Mmh. parce que si leur argent, il est fait en France, bah, peut-être qu'ils vont être un peu plus taxés, mais ils font toujours leurs bénéfices en France, tu vois? Ouais, surtout que c'est une Et il y a taxe. des activités économiques, tu peux pas trop délocaliser. Carrefour, ça va se délocaliser? Oui, non, mais Bof, je suis pas sûr, hein. ouais, mais Tu vois, les possessions de logement, est-ce que tu te délocalises? Tu ton appartement à Bali, t'emmènes l'immeuble que tu as bossé. Voilà, il y a des trucs qui peuvent se délocaliser, je suis d'accord. ouais, Mais il y a des trucs, c'est beaucoup plus difficile à délocaliser, oui, en fait.
Mais en plus, surtout que la taxe, c'est 2% sur des très hauts patrimoines, hein. Quand on voit le seuil, c'est des milliardaires, hein, c'est pas des millionnaires, qui ont un petit Mmh. pavillon, Mais c'est bien ça pour ça. C'est que il y a un énorme problème quand on dit taxer les riches. Mmh. Parce que on comprend pas forcément ce qu'on veut dire. Il y a des gens, ils interprètent: «Ah, mais c'est parce que je gagne 8 000 €, je Ouais, gagne dans ce 10 000 cas, € ouais, là, par on est mois». quand même pas Non, sur le but, c'est pas de taxer les riches, c'est de taxer les actifs, d'accord? Mais après, oui, effectivement, pour des questions d'efficacité militante, on peut dire taxer les riches. Tout le monde comprend, les gens sont d'accord majoritairement pour faire ça. Mais la vraie truc, c'est vraiment, il faut qu'on arrive à taxer les actifs. Parce que taxer c'est les là où actifs sont les vraies inégalités, en fait. taxer les actifs, c'est ça qui résorbe vraiment les inégalités. Ouais. Parce que l'autre version, c'est tu taxes simplement le flux qui est donné par les actifs, mais en fait, tu redistribues pas la propriété. Et c'est en s'attaquant à une partie de cette propriété, c'est pas tout reprendre, il faut redistribuer une partie de cette propriété, au lieu de redistribuer uniquement les revenus. Et ça, c'est un peu top. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont pas pour ça, hein. Enfin, Bah, quand il je y a plein de mais moi, je suis d'accord tu vois, avec c'est ton toute père, la hein. question avec l'héritage. Moi, c'est un truc qui me tient vraiment, enfin, qui me tient à cœur, mais l'héritage, c'est quand même un grand tabou en France aussi, tu vois? Ah C'est oui! le premier facteur d'inégalité. Les gens sont pour la méritocratie, sont pour la valeur travail, et cetera, mais dès qu'il faut taxer l'héritage, il y a plus personne. Oui, mais il faut arrêter de confondre aussi les trucs. 1 million de secondes, ouais, 1 million de secondes, c'est 18 minutes, je crois. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Tu vois? Il y a une différence, c'est pas la même chose. Oui. Tu vois? Donc il faut vraiment, en fait, tu même pas besoin, j'étais en discu tu regardes par exemple ce que dit, le droit au logement, le DAL. Le DAL, c'est une organisation militante qui se bat notamment pour la réquisition des logements vides, notamment pour les sans-abri lorsqu'il fait très, 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 très froid dehors. Et ils te disent: «Mais en fait, si on voulait avoir du logement accessible, il y a pas besoin de s'attaquer à la propriété de madame tout le monde ou même des gens qui louent 1 ou 2 appartements. Le gros problème, c'est les multipropriétaires, c'est ceux qui ont plus de 5, 6, 7 logements», tu vois? Il y a des différences, c'est vraiment pas, la question de c'est vraiment pas ce niveau-là. Ouais, ouais. Et en fait, il y a un truc qui est rigolo, c'est que là, je t'ai fait avec ma personne qui avait 20 millions de patrimoine, OK? Disons qu'elle a pas 20 millions, mais 200 millions de patrimoine. Donc ça fait un peu plus d'argent sous le paillasson. Bah là, tu peux même te permettre d'acheter des trucs qui rapportent pas d'argent, du style des journaux, tu vois? C'est assez à perte. Les médias, c'est À ce que quoi et à quoi je voulais t'en parler et je vois ouais. pas à quoi ça peut servir, tu Ouais, vois, de ouais. faire un truc comme ça. Mais tu vois qu'en fait, c'est vraiment un truc très mécanique et c'est pour ça que moi, j'aime bien poser ces enjeux-là de façon très factuelle, très matérialiste. C'est pas une question de morale, d'accord? L'aspect moral vient après, effectivement, il peut être là, mais en fait, c'est quelque chose de très rationnel. Tu ne seras jamais en capacité de répondre à l'enjeu énorme qu'est la décarbonation, à l'enjeu énorme qu'est la robustesse de nos économies. Tu ne pourras jamais répondre, faire un retour, quelque chose d'à peu près similaire à ce qu'on a fait post 45, sans avoir une redistribution de la propriété en général et une redistribution des formes en fait, de la propriété actuelle et il va falloir qu'on se Mmh. réorganise autrement, tu vois? C'est tout Mmh. et c'est pas quelque chose qui est fondamentalement, enfin moi je vois c'est pas la grande révolution non plus, c'est des choses qui étaient exactement comme ça, à peu près il y a une cinquantaine d'années quoi. Ouais. Il faut revenir simplement à une forme d'économie, pour moi, hein, dans un premier temps mixte, avec des zones qui soient protégées, avec des nouvelles sécurités sociales et des zones qui restent sur le secteur marchand. Mais il faut juste que maintenant on fasse un peu plus attention à notre richesse, qu'on l'investisse mieux, qu'elle puisse permettre de recréer des activités économiques qui soient profitables pour tout le monde, qui puissent répondre rationnellement aux enjeux de la polycrise, aux Mmh. effets de la planification, ou ce qu'on a besoin sur la planification Et écologique, pour et revenir un cetera. peu tout ce qui est les conflits, à la géopolitique actuelle, c'est se passer de ces énergies fossiles pour justement rester souverain, Bah, bien sûr et donc comment on se passe des énergies fossiles? Bah, on met par contre le paquet sur, la rénovation thermique des bâtiments, ouais. par exemple, parce que ça va nous empêcher plein de gaz. Mais pourquoi on met pas le paquet sur la rénovation thermique des bâtiments? C'est parce que les propriétaires veulent pas les faire et parce que Parce que ça leur coûte de l'argent. parce que ça coûte de l'argent et parce que ça coûte de l'argent à l'État aussi de faire tout ça Mmh. et donc tu es dans une politique de start and stop permanent, tu vois? Si tu redistribues pas, si tu récupères Et pas en une plus, part tu as la question des enfin tu as hein? beaucoup de litiges d'escrocs aussi qui font Ouais, ces travaux. Enfin, ça c'est c'est autre autre ch chose, mais ça c'est autre chose, c'est autre chose, mais mais ça c'est sûr que ça aide pas ça, hein. oui, ça aide pas non plus, quoi, tu vois? Mmh. Et tu vois, là c'est encore tu vois, c'est une propriété différente de l'actif. On peut plus se permettre que juste, bah, en fait, j'ai un locataire là-dedans, c'est une passoire énergétique, c'est pas grave, j'ai pas envie d'investir là-dedans et cetera. Non, il faut maintenant une espèce de propriété
un peu plus partagé, où en fait, la collectivité, on se dit: «Bah, ouais, peut-être tu vas demander un peu moins de loyer», mais on peut dire, bah, par exemple, «Bah, écoute, c'est chiant de faire la rénovation thermique, tu comprends rien. OK, tu es propriétaire, mais tu es propriétaire de bonne foi, tu veux la faire, mais tu comprends rien, tu as peur de te faire escroquer. Bah, moi, je suis une régie publique du logement Mmh. et je décide je t'organise la rénovation Mmh. thermique et en échange, tu acceptes de louer ton bien au prix, du logement social, tu OK. vois? Sur Ouais. un loyer plus de façon moins importante Mmh. et je pense qu'il y a plein de propriétaires qui seront en mode, «Bah, oui, trop bien, en fait, j'ai rien à faire». Ouais, bien Tu sûr. vois? Ouais, ouais. Et ça pourrait et en fait, ça, c'est tout ce que j'appelle l'agenda de mise en sécurité sociale des besoins et des communs. Mmh. Gérer le fait qu'on doit rester dans les limites planétaires, qu'on doit se décarboner, qu'on doit faire des choses qui nous permettent de survivre, en fait, en tant qu'espèce et en tant que pays, de façon beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus court terme sur notre souveraineté et en même temps sécuriser les besoins parce qu'on est dans une économie aujourd'hui qui insécurise en termes de besoins, qui insécurise parce que les effets du changement climatique, les effets des crises géopolitiques, les effets de la polycrise rendent l'État incapable d'intervenir pour de vrai et qui mettent en difficulté tout le monde. Suffit de revoir l'inflation alimentaire, suffit de voir par exemple que depuis l'inflation alimentaire post-guerre en Ukraine, on a eu une diminution du volume de consommation alimentaire de 13%. C'est hyper important. Là, j'ai pas ramené cette courbe-là, mais c'est vraiment un truc, c'est hyper marqué. Et donc en fait, on a de plus en plus cette espèce de trou noir des inégalités dans l'économie, plus les effets climat, géopolitique, polycrise, qui sont en train d'éviscérer la classe moyenne et qui sont en train de créer des économies en Europe, hein, ce qu'on connaissait pas, à super fort niveau d'inégalité. Et quand tu as des économies à super fort niveau d'inégalité, bah en fait tu peux très bien voir à quoi ça ressemble. C'est l'Inde, c'est des parties de l'Amérique latine, c'est le Mexique, c'est des économies où tu as plus de classe moyenne en fait. Et Ah, les États-Unis aussi, dans certains cas. les États-Unis sont dans cette espèce Ouais. de mécanisme-là, effectivement. C'est ce qu'on appelle aussi, l'économie en K. Il y a un concept qui est comme ça. C'est-à-dire, c'est une économie qui a encore de la croissance, mais en fait, la croissance, elle est juste tenue par la consommation des très, 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 très riches Ouais. en haut et en fait, sinon l'économie, elle est super atone, Mmh. sur la consommation populaire, sur la consommation des Ouais. gens et ça, c'est un énorme souci parce que si plus tu es dans une économie en K, plus tu es à risque que les gens qui sont tout en haut, là, se barrent et là, t'enlèves tes parties de Ouais. consommation, tu vois? C'est vrai. Donc il faut réorganiser tout ça par la base. Mais il y a plein de choses à faire, hein. Mmh. Si on commence à étudier 1945, on va trouver plein de super bonnes idées. On peut peut-être finir là-dessus, On peut finir parce que là, là-dessus. on est déjà quasiment 2 heures. Bah, très bien. On a, On a on a rigolé. fait pas mal de sujets, on a traité pas mal de sujets, hein, l'Iran, le Groenland, le Venezuela, Trump. Là, on a parlé un peu de tout ce qu'il faudrait faire pour réorganiser notre économie. Donc, Bah, franchement, épisode très économique, hein. épisode très très riche aussi, hein. Très Ouais, riche. ouais. Bah, de toute façon, c'est l'économie. L'économie, c'est bien. Ouais, bah en Ça fait, tu vois, comprend le c'est truc, pour hein. ça le podcast que je voulais faire, c'est écologie, économie. Là, on Et bah ouais. est dans les deux. C'est ça, Je te remercie. Je te la, remercie. la salade de dollars. C'est ça. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis peut-être à une prochaine fois encore pour un nouvel épisode. Si tu as peut-être des, je sais pas, des infos à donner pour 2026, des objectifs dont tu veux faire part. Non, on continue à travailler. Si vous voulez me suivre, il y a LinkedIn et Instagram. Je fais beaucoup de Je contenu mettrai les là-dessus. liens. J'essaye de faire effectivement aujourd'hui un peu plus d'analyse géopolitique. Ça manque énormément, je pense, dans le milieu un peu écologique. Ouais. Et avoir des analyses un peu matérialistes, concrètes sur ces éléments-là. Allez suivre aussi la chaîne YouTube de Vince Cantelimite parce qu'il est en train aussi, lui, de partir beaucoup dans cette pipeline-là. Et je Les pense... bons potes aussi, tu disais. Et bon pote qui fait un excellent boulot depuis un moment, effectivement, depuis qu'il a pu recruter, c'est très 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 bien ce qu'il propose sur plein d'angles. Et donc ouais, bah voilà, donnons-nous la force de continuer là-dessus. Et puis à la prochaine, hein. À la prochaine. Merci à la Climate House pour les locaux. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode la prochaine fois de Salade Verte. Je vous dis ciao. À plus.